bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là pour cette 10e causerie littéraire sur la chaîne des KTFR. Ce soir, j'ai un plaisir immense, celui de recevoir ce cher auteur qu'est Elie Moukourans. Je vais donc vous lire sa petite description. Elie Moukourans est professeur de lettres modernes. Il a enseigné en Écosse, en Irlande et en Australie avant de s'installer à Lyon. Il est passionné de littérature de l'imaginaire. Il est l'auteur de 3 romans, Marcheur, publié en 2015 aux éditions Québec Livre. Il a publié également, on va en parler, un thriller fantastique. Alors thriller, technico-thriller, il y a plusieurs caractéristiques génériques qu'on va voir avec lui, intitulé Warm Blue, publié en 2019-2020 chez l'Harmattan, qui est donc une saga qui se présente comme une saga de science-fiction. Et voilà. Alors, bonsoir Elie Moukourans. Bonsoir Ekat. J'espère. Alors, on a déjà des fans. On a Unfried qui est là. Bonsoir Ekat, bonsoir Unfried. On a Thomas Bivou. On a mon Elie. Alors, attention, je sais pas, Elie, si tu es sur Twitch. Bah, alors là, dis donc, t'as sorti ton OnlyFans tout de suite. Ah ouais, exactement. Oh putain. Voilà, bonsoir Cro, bonsoir tout le monde. C'est Romain, mon Elie, dit Nir F. Attends, je vois pas OX. Ah bah alors oui. attends, ça rigole pas. Donc, très bien. Alors, on va commencer cette... Alors, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai oublié des choses dans ta description? Est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, c'est tout bon. C'est tout bon, Non, honnêtement, il n'y a pas de souci. Okay. T'étais dans les clous. Impeccable. C'est bon. Alors, on commence l'interrogatoire. Alors, l'interrogatoire va commencer par une première question. Alors, moi, je te dis, l'autre jour, j'aime les sources, j'aime la création, j'aime les points de départ, les points d'origine, etc. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu te souviens de ton premier texte ? C'est-à-dire, t'étais pas prêt à ça, hein ? T'étais pas prêt à ça. Donc, premier texte, est-ce que tu te souviens de ce premier texte qui te fait comprendre, ce premier texte où tu te dis, allez, putain, c'est bon, je suis écrivain. Il y en a un qui a retenu bien mon attention quand j'étais petit et que j'ai gardé. Un texte que j'avais fait en CM2. Et d'ailleurs, s'il y a quelques amis qui écoutent le live, là, ils vont reconnaître l'affaire. Et c'était l'histoire, une sombre histoire d'un genre de pseudo-pharaon qui affrontait, qui avait le pouvoir d'immortalité, fait un truc qui n'avait ni queue ni tête, mais qui était quand même déjà super épique. Donc j'étais déjà bien travaillé par tout ça. Et je l'ai gardé, je l'ai encore dans un tiroir. Je pense que c'est sûr, j'ai dû écrire des trucs avant, des petits poèmes. Mais celui-là, c'est avec ça que je me suis dit, ouais, les bonnes histoires d'aventure, c'est ce qu'il me faut, quoi. Des explosions, des têtes coupées, des trucs comme ça. D'accord. Et d'immortalité, donc des têtes coupées et d'immortalité, c'est... Ok, bien sûr, très bien. Sinon... Qu'est-ce qui, justement, alors si ce premier texte, il date du CM2, qu'est-ce qui, ensuite, comment t'entretiens l'écriture ? Justement, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que t'écris ? Est-ce que tu as des carnets ? Est-ce que tu as des cahiers ? Est-ce que tu te dis je vais devenir écrivain ? Comment ça se passe jusqu'au marcheur, en fait ? Tu vois, là, je suis en train d'envisager. Ouais, alors c'est un processus. Salut ma petite Julie. Il y a la petite Julie peut-être ici. Ça, c'est beau, ça. Anthropomorphe, dit-elle. Ah ouais, c'est bon, le mot qu'on avait promis de mettre est sorti. Très bien, mais j'espère que vous allez faire comme les dissertes de littérature où il y a plein de mots qui vont sortir comme ça sur mon chat. Moi, ça me va très bien. Ok, alors anthropomorphe. Bon, alors, il faut que tu cases anthropomorphe dans ta prochaine phrase. Allez, vas-y. Ouais, allez, c'est parti, anthropomorphe. L'écriture est un bidouillage anthropomorphe qui prend la majesté de l'agonie et de l'extase. J'ai essayé un truc. Non, en vrai de vrai, la question c'est quoi, comment on fait ? C'est un enchaînement d'échecs. La question c'est comment tu pars de ton pharaon immortel et décapité pour arriver au marcheur. C'est facile, et c'est en prenant des baffes un peu dans la tête, parce que c'est toujours super compliqué d'écrire.
Mmh. Il y a eu, disons que j'avais voulu assez vite écrire des grandes sagas, tu sais, des grandes épopées, des trucs avec 50 000 tomes, 10 000 généalogies. Et en fait, à force d'écrire, je me suis rendu compte qu'il fallait commencer par quelque chose de plus simple, parce que tout simplement, l'écriture, c'est un peu comme la musique, hein, si faut travailler pour acquérir la technique, et ce qui est plaisant d'ailleurs, parce que du coup, il y a toujours plein de choses à apprendre. Et donc, mes grandes histoires de grandes familles, de grandes généalogies, de grandes blablabla, ça, finalement, j'étais pas capable de le faire. Donc, je suis parti, je m'y suis essayé plusieurs fois. Je m'y suis essayé 2 fois à la publication d'un texte qui s'appelle Edenra et que j'ai pu finalement enfin finir maintenant qu'à 34 ans. Donc, il m'a fallu 3 romans avant publiés pour arriver à terminer ça. Mais entre-temps, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, c'est facile, je vais parler de ce que je connais. J'étais en train de marcher à Lyon et je me suis dit, ben, on va parler de Lyon. On va parler de la rue, on va parler des ambiances de nuit, des marches solitaires la nuit, de la violence qui imprègne la ville, de l'alcool, du tabac, des parfums un peu de drogue qu'il y a de gros pétards hein, qui flottent dans les villes de Lyon. Et on va bricoler un truc avec ça. Et c'est ça qui a marché en fait, parce que c'était plus simple, plus efficace, plus percutant. Et ça m'a permis de mettre un pied à l'étrier dans le monde de l'édition, tout simplement. Donc l'écriture est un bricolage. Ouais, mais tu poses des C'est ce que tu questions viens de dire? compliquées. C'est ce que tu... Non, non, c'est non, ce que non. tu viens de dire, hein. Ouais, c'est super pédant de dire ça, mais ouais, c'est des petites tapes comme ça sur la tête, encore et encore et encore. C'est un truc de monomaniaque, tu vois. Il faut jamais s'arrêter, il faut recommencer, c'est ça en fait. Avant toute chose, du bricolage avec soi-même probablement, mais surtout un travail de maniaque qui, malgré les tartes dans la tête, va recommencer encore et toujours à reconstruire sa ruche, en essayant de l'améliorer un petit peu. Donc, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal tout ça. Donc, Moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu me dis, c'est d'avoir voulu très très vite commencer par de la saga de la généalogie du cycle, en fait. Enfin, c'est-à-dire, franchement, ouais, quelque chose de déjà extrêmement... je vais ouais, pas te c'est parler ça. de la cathédrale de Proust, parce qu'on n'est pas là pour parler de la cathédrale de Proust, mais en fait, j'ai l'impression quand même que ton projet, dès le départ, a été un projet, je vais pas dire ambitieux, mais extrêmement grandiloquent. Enfin, je sais pas, tu as Ah oui, envisagé un oui. monde, en fait. Dès le départ, tu as Ah envisagé un oui. monde. C'est Ah bah ça. oui, oui. Bah, de toute façon, c'est ça, hein, exactement. Hein. Oui, oui. C'est un truc de mégalomane, hein, l'écriture. Hein. Si on n'a pas envie de se prendre pour Dieu, c'est pas la peine d'écrire. En fait, c'est ça qui est ultra plaisant. Même si c'est pas vrai, on sera jamais Dieu, on peut pas tout contrôler, mais c'est quand même super plaisant d'avoir tout pouvoir. C'est pour ça que moi, je voulais faire c'est une vraie histoire. Je voulais d'abord, dans mes études, m'orienter vers le cinéma. Je voulais être réalisateur, ça m'a traversé, mais en fait, avec l'écriture, on est encore plus libre. On peut gérer les acteurs, le son, la météo, comme ça, sur un claquement de doigts. On peut rajouter aussi des éléments. Euh, Effectivement, l'immense intérêt, c'est que personne ne va voir exactement la même chose, donc ça laisse des marges pour travailler un petit peu tout l'aspect poétique. Et puis on est le patron à bord. Mais après, bon, Mais ça veut n'importe dire quel que t'as auteur. pas commencé, je te coupe, ça veut dire que t'as pas commencé par la Ouais. facilité quand même. Bah, avec Marcher, si, finalement, parce que Mm. je me suis dit, je vais écrire ce que je connais. Et Mm. l'idée, c'était de faire un roman court, un roman efficace, un roman voilà, qui se lit bien. Il n'y avait pas besoin de recréer tout un univers, etc. Pour créer tout un univers, un monde, il a fallu que j'écrive Marcher, Warm Blue 1, Warm Blue 2, et que plus jeune, j'écrive 2 fois encore le roman que j'ai fini d'écrire là, il n'y a pas longtemps, et avec lequel je me dépatouille dans mes retouches. Mais je pense que je vais laisser tomber de toute façon les grands cycles. De toute façon, Edenra n'est pas un grand cycle, c'est un mono-roman. Et me tourner plutôt vers les histoires en 1 ou 2 tomes, pas plus. Je pense que même la mode des grands cycles est passée, peut-être. Je pense. Je sais pas. Ça, je te poserai peut-être la question plus tard. Je suis pas sûre que la mode Ouais. soit passée.
Mais Ouais, voilà, ça c'est mon avis perso. Alors aux origines de la création, il y a donc cet ouvrage sur les pharaons, comme tu disais tout à l'heure. Alors après, c'est peut-être pas aux origines, mais est-ce que c'est le moment où tu te dis, quand est-ce que tu te dis, je vais devenir écrivain, je suis écrivain. C'est à quel moment? Est-ce que c'est quand on ouais, a fini le bouquin et qu'on se dit, putain, je vais le filer à un éditeur et en fait, ça va le faire? Est-ce que c'est le ouais. moment où tu as le bouquin dans les mains ou le carton? Tu vois, le carton où tu vas envoyer au service presse, tu vois, et tu te dis, putain, j'ai 50 bouquins, c'est à moi, et je l'envoie. À quel moment on se dit, on est écrivain? Ouais, c'était à l'école primaire encore et toujours. En fait, j'adorais écrire, mais c'était écrivain, c'est un truc un peu abstrait. C'était pas. Et il y a cette fille là. D'ailleurs, bon, si un jour elle entend cette histoire, Déborah, qui, je sais pas trop ce qu'elle est devenue. Et on nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard. Et moi, j'avais des grandes idées, toujours grandiloquentes, mais c'était pas écrivain. Je m'ai écrire, mais c'est pas écrivain. Et elle a dit, bah moi, je vais être écrivain. Et ça m'a énervé. J'ai trouvé ça super énervant. J'ai dit, bah non, ça sera moi. En fait, voilà. C'était un truc, un coup d'orgueil. Je me suis dit, bah voilà, c'est moi qui vais écrire, en fait. Et, euh, et je pense qu'en fait, derrière cette petite anecdote, euh, il y a l'idée, en fait, que c'est pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui décide, quoi. C'est un peu un mouvement d'ego et d'orgueil qui travaille et Mais qui, même quand enfin tu as le bon, je sais bouquin pas. entre les mains, même quand tu as Marcheur entre les mains, tu te dis pas, putain, c'est bon, je l'ai fait? Si. Ah bah si, j'étais comme un dingue, Bah si, bien non, mais sûr. c'est pour ça. Hmm. Et si. Mais j'ai toujours su que de toute façon, en fait, j'ai articulé ma vie autour de l'écriture, hein, qu'on le veuille ou Hmm. non. Hmm. Elle occupera toujours une place essentielle. Euh, Quiconque me connaît sait que c'est un truc que je fais depuis très longtemps et que je ferai jusqu'à la fin de ma vie. C'est probablement la seule certitude concernant mon existence. Et ça, c'est rassurant, parfois. Même si je n'écris pas pendant 3 mois, je sais que j'écris et que j'écrirai toujours. Et ça, franchement, c'est c'est un apaisement, concrètement, même si c'est du travail. Voilà. Allez pleurer, donner de l'argent à Ekat maintenant. Ah bah au moins, tu vois, c'est vachement ce que je demande. Non, non, c'est pas ça, mais en ce qui concerne justement cette routine d'écriture, tu vois, tu dis, ouais, j'écris pas pendant Oui, 3 mois, etc. Est-ce que tu fais partie de ces écrivains routiniers qui se disent, ok, alors moi je me lève à 8 heures du mat, je fais ça, ou alors non, du coup je bosse toute la journée, et puis en fait, oui. ma phase d'écriture, c'est ça. Est-ce que tu as, alors, du coup, j'ai plein de questions en une, mais la première question, c'est est-ce que tu as une routine? La deuxième question, c'est est-ce que tu as des supports spécifiques? C'est-à-dire que est-ce que ton écriture, c'est, j'ai envie de dire, l'écriture numérique? Est-ce que tu as des carnets, des cahiers, etc.? Est-ce que c'est justement quand tu te balades dans Lyon que, paf, tu as des sortes d'illuminations qui font que tu as l'embryon de ton futur bouquin? Comment ça se passe? Tu vois? Comment ça se passe ce moment-là? Ah oui, ça fait plein de questions en une. Ouais, ça fait plein de questions. Euh, Alors, je repose de manière plus claire. D'abord, ta ouais. routine. T'écris quand? T'écris le jour, t'écris la nuit, t'écris... Voilà, t'écris quand? Le matin. Hmm. Bizarrement, c'est pas du tout en adéquation avec le cliché, mais l'horaire parfait pour moi, c'est 9h. On va supposer un jour off ou un jour de week-end, enfin, voilà, un jour où on travaille pas. Ça peut être 9h, 14h, 9h, 15h, quelque chose comme ça. Ça démarre le Hmm. matin et ça va manger un petit bout d'après-midi, 9h, 14h, ouais, c'est bien. Et je trouve que c'est le meilleur moment avec un café et systématiquement à la machine, à l'ordinateur. Je déteste écrire à la main, déjà parce que j'ai une Ok. écriture de cochon, parfaitement illisible et mes élèves le savent très bien. J'ai essayé d'écrire bien, je veux dire en termes de graphie, ça n'a jamais marché. Du coup, ouais, le matin, sur l'ordinateur en termes de fréquence, en fait, c'est régulier, mais par vague. C'est une réponse un peu normande, mais Non, je comprends bien. c'est-à-dire, Ouais. et voilà, c'est des cycles. Je vais pas écrire pendant un mois, et puis je vais écrire beaucoup pendant 2 mois. Je vais m'arrêter un mois, etc. Par contre, quand je suis sur les cycles d'écriture, je vais privilégier le matin, la journée. J'aime pas beaucoup écrire le soir, parce qu'en fait, non. Voilà, le Parce soir, que c'est pas ton non, c'est pas moment. ma. Ouais. Tu joues Ouais, à non, c'est Diablo. pas le moment. Je préfère lire le soir.
jouer à Diablo, hein, parce que bien sûr, jouer à Diablo. Ça a été longtemps Ok. aussi Overwatch, j'ai vu que tu jouais à Overwatch également. Ouais, ouais, tout à fait. Mais l'univers vidéoludique a eu une impact forte aussi sur mon écriture, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler sur Warm Blue. Voilà, enfin, on a des petites annonces à faire après, mais l'uniforme porté par les soldats du SPK est clairement inspiré de StarCraft. Il n'y a aucune carrément assumé. En fait, tout ça pour dire que ouais, le soir, moi, c'est la lecture et ouais, la détente, le jeu Et vidéo autre et chose. Ouais. particulièrement la lecture. Ouais, Ok. ouais. Euh, Voilà. Il y a quelqu'un qui est NirFOX que tu connais bien qui te dit comment vas-tu chercher l'inspiration. Alors moi, je vais plus poser la question sur la question de la source. Donc, si tu veux, sur Marcheur, tu nous as expliqué que c'était cette sorte de patchwork ou cette sorte de bricolage, tu vois, où tu t'es Ouais. amusé. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais voilà. Pour Warm Blue, comment ça s'est passé? Je te dirais, tu le sais déjà, hein, ce que j'ai pensé du bouquin, comment je l'ai lu et puis comment je l'ai imaginé aussi et comment je l'ai vu. En fait, je l'ai pas seulement lu ce bouquin, je l'ai vu aussi, donc on en reparlera tout à l'heure, mais sur cette question de la source, c'est-à-dire que là, tu nous as parlé voilà, de la façon dont tu t'abreuvais en quelque sorte de ton quotidien pour potentiellement recréer quelque chose dans Marcheur. Comment ça s'est passé pour Warm Blue? Comment on peut reconstituer les sources que tu as utilisées? Les sources, alors ça dépend Si on auxquelles on prend de la pense. source, alors source cinématographique, source littéraire, source... Ouais. alors, Sur les sources littéraires, il y a une dédicace. à Le livre est Dantec. clairement dédicacé à la mémoire de Maurice G. Dantec, Mm. qui a eu, j'ai consacré mon mémoire de Master 1 à Dantec en grammaire d'ailleurs, qui a eu un impact, notamment ces trois premiers livres énormes sur mon écriture et sur mon imaginaire. Je pense qu'il dans les années à venir va être reconnu comme l'un des plus grands écrivains de science-fiction francophone, français. Et je pèse vraiment mes mots et peut-être même devant Damasio, mais voilà, c'est très personnel, c'est un avis. Mm. Un autre écrivain qui a eu, ça je le dois à mon papa, un succès aussi à mes yeux, c'est Dan Simmons. Donc Mm. vraiment le maître du fantastique et de l'horreur spatiale, hein, parce que c'est ça, Mm. Dan Simmons, c'est très important. Le dernier est beaucoup plus récent, hein, c'est mon éternel triade, hein, c'est Jaworski, hein, qui lui est bien français également, prof de lettres, et à qui j'ai consacré mon Master 2. Alors, Warm Blue, c'est Dantec et Dan Simmons qui ont eu l'impact le plus prégnant, le plus fort. Et on mélange à ça une bonne dose d'anxiété, ce qui est pas très difficile à faire en regardant les informations. Et un roman en plus écrit voilà, dans un moment de ma vie où ça allait pas forcément très bien, où le tome 2 de Marcheur avait été refusé par mon éditeur qui me l'avait commandé. Et en fait, ils ont fermé la collection au roman au moment où je leur donnais le manuscrit. Donc j'ai perdu 2 ans et demi de travail. Et je me suis retrouvé sans éditeur. Donc j'ai recommencé dans l'urgence à l'autre bout du monde, en Australie, à écrire un bouquin en catastrophe, très en colère, très anxieux, isolé de tout le monde, hein, dans un endroit complètement surveillé. Donc là, vous avez vraiment le début de l'intrigue de Warm Blue, et ça donne Warm Blue, tout simplement, avec des lectures comme Babylon Babies, ou on peut penser à chez Dan Simmons, où il y a le cycle Hyperion, et ces scènes dans les tombeaux du temps avec le Gritch qui poursuit, le Gritch qui a clairement inspiré en tout cas, les monstres, sans en dire trop, qui peuplent l'univers de Warm Blue, et il y en a quelques-uns. Ok. Et en termes cinématographiques, du coup, Il y a énormément de choses il y a trop de en termes trucs. de cinéma. Il y a beaucoup de choses. En termes de cinéma, ce qui a eu beaucoup d'impact, c'est le premier opus donc des 28 jours, hein, 28 jours plus tard, simplement.
Donc vraiment, ce film-là, qui est un des premiers à sortir en caméra numérique, si je dis pas de bêtises, en caméra d'épaule, on est limite sur du dogme, quoi, et super nerveux, super saccadé avec cette ambiance, ce fin du monde, ce côté limite un peu road movie, seul contre tous. Et Danny Boyle, c'est clairement mon réalisateur fétiche perso. Et on s'éloigne un peu de la SF, mais pas tant que ça en fait finalement, parce qu'il y a cette idée d'épidémie, de fin du monde, d'univers un peu euh, dévoré par les métastases qui s'effondrent comme ça. Et voilà, donc je donne un exemple parmi d'autres, hein, il y en a énormément, mais celui-ci m'a beaucoup marqué, ce film. Moi, ce qui m'a impressionné, alors si on revient un petit peu, parce que là, on s'est rapproché de Warm Blue tranquillement. Donc là, je m'aperçois que j'ai un gros souci sur mon overlay de chat. Alors, je vais essayer de le bouger, mais je sais pas si Ah, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, on ne verra plus. Mais c'est pas important. Tac, on va faire ça comme ça. Sur Warm Blue, ce qui m'a impressionné, mais je te l'ai dit aussi déjà en off, c'est la première chose. Alors, j'aime pas trop, comme je te disais, résumer les bouquins. Tu vois, moi, j'aime bien oui, oui. évoquer. Voilà, Unfried dit: que diriez-vous en quelques mots pour m'inciter à découvrir votre univers? Bah, écoute, c'est une très bonne question, Unfried, parce que du coup, c'est ce que je vais faire dès à présent. En fait, j'aime pas résumer les bouquins, mais moi, ce qui m'a plu sur Warm Blue déjà, c'est le fait de suivre 3 personnages en fait en parallèle. Et j'ai trouvé Ouais, qu'il s'agissait, parce que tu vois, jusqu'à présent, tu me parles de cycles, tu me parles de sagas, on évoque de la SF, des auteurs qui sont relativement contemporains, etc. Mais j'ai bien trouvé sûr. quand même que dans l'épaisseur psychologique, enfin, moi, ce qui m'a plu, c'est l'épaisseur psychologique de tes personnages. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu lis de la SF, des Ouais. fois, tu es dans un truc tellement futuriste que tu peux te dire, il n'y a pas de Oui, projection possible. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes de ton monde à un autre monde, et puis ou tu adhères ou tu n'adhères pas. En fait, dans ouais, Warm Blue, j'entends. ce que j'ai trouvé assez spectaculaire, c'est qu'en fait, moi, j'ai réussi à mon échelle à m'identifier en fait aux 3 personnages que tu as créés. De par le répertoire psychologique, d'abord. Et là, je trouve qu'il y a quand même un côté très, alors je vais pas dire balsacien parce que je veux pas te faire peur, mais un côté Oula. très 19e quand même. Tu vois, enfin, je veux dire, Ouais, dans la construction de tes personnages, dans l'aspect familial, dans l'aspect héritage, dans l'aspect, je sais pas comment dire ça, il y a quelque chose de très réaliste, de très, oui, voilà, ouais, 19e en fait. Pas naturaliste parce que je vais pas aller jusque-là, mais de très réaliste. Enfin, il y a vraiment un ancrage psychologique très fort. Tu as vraiment cherché à fouiller ça. Et du coup, c'est ce qui fait que tu sois sur William Whisper, le premier personnage, donc ton petit sentinelle qui a plein de choses à se reprocher et qui va se retrouver personnage du dans roman. cette... ouais, voilà, c'est ça, et qui va se retrouver à la fois avec cette nature qui lui plaît, qui lui échappe et dont il va devoir s'échapper. Et en même temps, ce personnage féminin de Marianne qui est là, qui aime son boulot, mais qui est en burn-out et qui va devoir s'échapper de ça et aussi. Et de ce petit Offenstern qui est cette espèce de petite frappe incroyable à Berlin et qui en même temps a des ambitions absolument incroyables et qui va avoir des ambitions qui le dépassent aussi, tu vois. En fait, les Oui, 3 sont en recherche à la fois d'un repentir, à la fois sont détraumatisés de la vie, j'ai envie de dire, cherchent autre chose et vont, ou parce qu'ils vont le choisir, ou malgré eux, trouver autre chose, tu vois. J'ai trouvé qu'il y avait dans ces 3 personnages quelque chose qui échappe en fait à la SF et qui est complètement de l'ordre de l'ultra réaliste ou je te dis, ou du roman alsacien. Alors ah c'est ouais, ouais, une question pas facile parce qu'évidemment en termes d'ancrage, je veux dire d'environnement, d'atmosphère, de cadre spatio-temporel comme on dit, parce que voilà le petit prof de français que tu es ou le grand prof de français que tu es le sait. ouais, bon. Mais voilà sur cet ancrage-là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans sa d'assez rare, tu vois. Eh ben, merci. Alors, je vais pas avoir l'immense orgueil, déjà, je suis suffisamment mégalo pour me comparer à Balzac ou à Maupassant, mais ceci dit, je suis un gros lecteur de Maupassant, j'adore Maupassant, Mm, parce que même Maupassant plus que Zola de loin, parce mm, que ça a eu un impact sur le travail, probablement.
Euh, il est vrai que du coup, tous les tourments du monde, ça c'est un tic d'écriture que j'ai encore, je me suis bien rendu compte en finissant Edenra, là. 1 million de Mm, signes quand même, donc c'est sur du gros. C'est qu'en fait, voilà, les tourments du monde, les intrigues, les combats, les guerres, etc., tout ça, au bout d'un moment, ça passe au second plan. Ça se passe derrière. C'est le monde se déroule comme ça un petit peu. Et en fait, tout ça, c'est finalement des prétextes. Un prétexte, c'est peut-être pas le bon mot, mais on va l'assumer ici, des prétextes pour que les personnages finissent par résoudre ou pas leur conflit intérieur. Et c'est mm, ça effectivement le plus important, avant toute chose. De savoir que le SPK va réussir ou pas sur Mars, ça c'est une mm, question très SF, mais de savoir si Veidt va réussir à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire mm, un idéal imposé par ses parents mm. euh, d'une manière ou d'une autre, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et quand on mélange les deux, et ben enfin, à mes yeux, c'était super cool, hein, je veux vous dire. Mais ça l'est. Euh, Mm. ouais, merci. C'était vraiment l'idée d'avoir ce monde décrépit et finalement que la bassesse et la bêtise humaine, en l'occurrence, ces espoirs de toute façon ne changent pas vraiment. Et je m'étais amusé à reprendre à parodier un petit peu euh, la comédie dans Warm Blue. On retrouve un petit peu cet élément, c'est la merde humaine, c'était répandu dans l'espace. C'est une Mm, sacrée comédie humaine, je sais plus ce que j'ai écrit. mm. Et c'était ça. Alors c'est forcément un petit peu pessimiste, mais pas uniquement, hein. Donc après, j'ai quand même voulu aussi, et c'est très important, je pense que dans le fond, je me vois plus comme un auteur de thriller que de fantasy ou de SF puisque le premier marcheur est d'abord un thriller matinée fantastique. Je vois Warm Blue comme de la SF, enfin un thriller matinée de SF, et Edenra, je le vois comme un thriller qui va se mélanger, s'imprégner dans un monde de fantasy à proprement parler. Ça pour dire effectivement que cette notion de thriller, elle est intéressante aussi parce qu'elle permet justement de creuser euh, dans un background, quel qu'il soit, dans n'importe quel décor, la profondeur psychologique du personnage. Parce qu'à terme, dans un thriller, le personnage, il est forcément confronté à lui-même. Et ça, c'est intéressant. Faire de la SF pour envoyer deux personnages A et B, qui sont vraiment des personas au sens stricto sensu, vraiment des masques de papier, mais vraiment sans grain, sans intérêt, bah en fait, on fait de la pure art fiction. Et ça peut être un petit peu gênant. Ce qui a fait le succès des très grands auteurs, c'est que ce soit Philippe Cadic ou je prends cet exemple-là pour les contemporains, ou Dan Simmons, c'est que les personnages vont au bout de leur torture personnelle. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de mélanger les deux. C'est pour ça que j'ai trouvé que Warm Blue avait quelque chose d'assez particulier qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait accrocher. C'est que, en fait, la substance psychologique des personnages fait qu'ils auraient pu être, si j'ose dire, dans n'importe quel univers. Ils auraient été au bout du truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, Unfried te dit que diriez-vous en quelques mots pour m'inciter à découvrir votre univers au-delà des trois personnages à qui on peut alors s'attacher, enfin, tu vois, qu'on peut comprendre très rapidement en termes psychologiques. Il y a aussi cette sorte de traversée que j'ai trouvé assez incroyable parce que tu n'as absolument pas eu peur de mêler à l'intérieur de Warm Blue à la fois la déliquescence, j'ai envie de dire, d'un mode français, d'un mode européen et d'un mode mondial, Ouais. à la fois de la migration climatique, à la fois de l'excursion qui n'est plus une excursion, pardon, mais qui est la volonté d'aller sur Mars, avec tout ce que ça peut engendrer en termes de problèmes. À la fois la dimension géopolitique de bah oui, mais si on décide de conquérir une autre planète, qu'est-ce qui se passe en termes de redimensionnement ou de re-questionnement des forces, j'ai envie de dire politiques et militaires, à la fois sur la Terre et sur Mars. Et en même temps, il y a cette merveilleuse ou ce merveilleux idome, c'est-à-dire la présence de l'intelligence artificielle. Enfin, Et tu oui. vois, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, quand tu parles de mégalomanie ou de monomanie, parce que tu as sorti les mots ce soir plusieurs fois,
tu as fait un espèce de pot pourri et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es dit, OK, alors finalement, je parle des migrations climatiques, je parle de l'IA, je mets un petit peu de faille à droite, à gauche, j'évoque du trauma psychologique. Enfin, tu vois, ça aurait pu être un truc, excuse-moi de te le dire, complètement merdique, qui partait dans tous les sens. Non, mais vraiment, en termes thématiques, un espèce de pot pourri comme ça, et tu vois, t'accroches pas. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que tout se tient, et que William Whisper jusqu'au bout t'y croit, Marianne jusqu'au bout t'y croit, et Veit jusqu'au bout t'y croit. Tu vois? Et j'ai trouvé qu'il y avait une maestria là-dedans. Alors, je suis pas là pour te... Je ne suis pas sponsorisée par Elimocourt ni par et voilà, Merci par beaucoup. l'Armatan ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'était... Tout se tient. Tu vois? Et Dieu seul sait que je suis pourtant une putain de lectrice super exigeante, mais tout se Ah, tient. merci beaucoup. Et de Merci. fait, au-delà, et t'as fait un, tu vois, c'est un truc qu'on ne dit pas aussi parce que voilà, mais t'as fait un page turner aussi. Vraiment, je trouve que le fait d'avoir alterné ces trois persos où tu te dis à un moment donné, putain, ils vont bien se rencontrer, tu vois, enfin, tout est. T'as réussi à mettre du suspense partout. Voilà, à la fois dans la destinée de ces personnages, à la fois dans qu'est-ce qui se passe avec les réfugiés climatiques, à la fois qu'est-ce qui se passe dans ces sortes de failles qui arrivent, et puis voilà, j'ai pas envie de vous spoiler trop, mais à la fois dans, Mars, qu'est-ce qui va se passer ou pas, enfin tu vois. Donc t'as réussi à mettre du suspense absolument partout jusqu'à ce que ça se résolve ou pas, peut-être, ça je vous le dirai pas à la fin. Et ça se tient tellement bien que j'en arrive à une autre question, qui est la question de l'adaptation. Comment un truc, je te dis aussi, que j'ai lu et que j'ai vu, comment, enfin je dis un truc, c'est ton bouquin, c'est ton bébé, voilà, je devrais pas dire Non, le mais mot c'est bien. truc, mais comment un bouquin comme ça peut ne pas être adapté? Enfin, voilà, quels sont aujourd'hui les leviers que tu pourrais utiliser pour que ce soit adapté? Parce que moi, je l'ai vu au cinéma, alors, ou en série, enfin, peu importe. Voilà, comment ça se fait que c'est pas adapté? Bah, je Ou sais comment pas, on il y a va des faire? Ou comment on va faire pour que ça soit adapté? il y Je a vais des formuler les producteurs choses là dans comme... les personnes qui regardent. Je suis chaud, hein, il n'y a pas de souci. Je Mm. suis d'ailleurs prêt à passer sur le mode de vie star Hollywood, il n'y a pas de problème. Non, en vrai, de toute façon, ça, on en parlait un petit peu hier. J'essaye d'écrire de manière à ce que ce soit visuel. De toute façon, j'ai toujours aimé les auteurs visuels. J'adorais l'Iliade quand j'étais petit parce que c'est super visuel, c'est de la bagarre qui s'arrête jamais. J'aimais moins l'Odyssée, que je trouvais un peu moins visuel, un peu plus métaphorique, etc. Donc j'adore quand c'est visuel. Et voilà, je passais à un CAPES avec option cinéma. J'aime les images et je trouve que c'est très intéressant de faire interagir le texte pour créer des images mentales et uniques pour chacun des lecteurs. Donc ça, c'est une préoccupation que j'ai au niveau de la technique d'écriture. Voilà, il faut que ce soit visuel, il faut qu'on voit quelque chose. Sinon, je trouve ça souvent ennuyant. Il y a des auteurs de la littérature classique qui sont pas visuels, je les trouve super ennuyants. Il y en a qui sont visuels, je les trouve géniaux. Je vais pas lancer des débats infinis, mais voilà, c'est quand on lit la bataille de Waterloo chez Victor Hugo, c'est maxi visuel, c'est super épique, c'est un truc de fou. Quand on lit, voilà, Balzac, j'aime un petit peu moins, je trouve ça un peu moins visuel, donc je pense que c'est important parce que c'est ma sensibilité de lecteur. Du coup, je considère qu'il faut pas ennuyer le lecteur. Et puis parce que voilà, c'est cool, un peu de bagarre, un petit peu d'action, quelque chose de visuel avec des couleurs. Et je suis assez obsédé par l'odeur que je mets beaucoup trop parfois, parce que je me rends un petit peu compte en me relisant. Donc voilà, quelque chose d'immersif. L'autre chose, c'est que je m'en cache pas, mais j'ai toujours écrit dans l'idée que le roman fait, dans l'absolu, une excellente base pour accoucher d'un scénario et d'une adaptation. Et donc, j'ai toujours écrit. Alors, bien sûr, il y a l'idée, oui, super, je serai adapté, c'est génial, etc. Mais il y a vraiment cette démarche chez moi de croire que ce que je adapté. Et du coup, ben, ça fait partie aussi du processus d'écriture. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour faire une petite annonce, à savoir que Warm Blue est bien en cours d'adaptation en bande dessinée. Je crois que j'ai vu notre dessinateur génial dans le chat rapidement, qui devait être dans les premiers arrivés. Ils m'ont autorisé à faire mon teasing officiel.
Donc on est trois sur ce projet. Alors ils sont plutôt deux parce que j'accepte forcément, nécessairement, c'est normal de déléguer un scénariste qui a fait tout un travail d'adaptation pour rendre le support littéraire cohérent et pertinent avec les exigences de la BD, et un dessinateur. Et ce que j'ai trouvé absolument fabuleux, c'est que quand j'ai regardé les croquis préparatoires, mais c'est exactement comme ça que j'imaginais mes propres Mmh. personnages. Mais C'est avec bien cool. sûr plein de choses, mais c'était hallucinant. Et là, franchement, ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit, faut que je continue comme ça. Voilà. Donc c'est là, sur le roman que je viens de terminer, Edenra, j'ai forcément une petite inquiétude parce que j'ai créé de A à Z un monde de fantasy. C'est une autre exigence, j'espère m'être donné suffisamment à fond pour que ce soit visuel, prenant, et qui sait que ça aboutisse aussi à quelque chose d'adapté, quel que soit le format, en tout Mmh. cas. Mais je t'ai dit, le prochain qu'on va appeler, c'est Denis Villeneuve. Parce que, Alors là, non mais, ah là là, mais j'ai, je en peux fait, payer le une partie. problème, le problème, c'est que je suis derrière ma petite caméra en no-name, etc. Mais je le vois, ce film. Je le vois. Alors, on parlait de série hier soir quand on a fait nos petits essais techniques, mais Ouais. il faut faire quelque chose, quoi. Alors, la BD, c'est formidable et je remercie évidemment voilà, les créateurs, acteurs. C'est déjà Tu super, vois, mais bien sûr, mais du coup, ils vont être cette sorte de passerelle, tu vois, vers le truc. Mais j'espère. j'ai trouvé ce texte tellement cinématographique dès le départ. Et surtout, si tu vois, c'est pas juste le visuel. Parce que tu vois, je te parle de structure, je te parle de construction. Ça se tient de bout en bout. Ouais. T'as pas fait une fin un peu, tu vois, à la con ou paf, allez, tous les trois personnages meurent et puis hop, c'est bon, c'est fini. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se tient et je trouve que c'est très bien. Alors, j'ai une autre question parce que tu parles des odeurs. Alors, c'est marrant, Ouais. on a parlé cinéma, on a parlé visuel, on a parlé, Ouais. tu vois, odeur, immersion, etc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors là, on va peut-être se retrouver aussi, c'est peut-être un truc bizarre de littéraire, enfin, je sais pas quoi, mais euh, tu n'as absolument aucun problème avec la violence. Tu vois ce que je veux dire? Ah Il y a non, des mais c'est passages qui clair. sont mais dégueulasses. Il y a des passages qui sont absolument dégueulasses, Ah ouais. dont tu t'es Ah oui, pas oui, affranchi du oui. tout, qui sont cathartiques à mort et qui sont Ah oui, oui. voilà. Et ça, pourquoi tu gardes ça? Tu vois. Et d'où ça vient Parce ça? que Tu vois, c'est. ce moment, cette espèce de décharge d'hémoglobine là d'un coup, paf. Tu vois, parce que tu parles de l'Iliade, des combats, des machins, mais il n'y a pas que ça. Il y a Ah un oui. truc tellement gore. Il y a du gore aussi dans ce que tu fais, quand même. Il y a du gore, mais l'Iliade, ça a été une claque énorme quand j'étais petit et que je l'ai lu. J'ai dit, mais je lisais ça, je voyais Achille, ils sont en train de s'insulter de sac à vin, de sale chien, de machin. Puis au chant suivant, ils sont en train de s'éviscérer. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Mm. Et donc, ça, c'est pour les influences. Après, la violence, elle est. Pourquoi la violence? Et c'est vrai, pourquoi ça, la violence en littérature, après tout? Et ben parce qu'aussi, je pense qu'il y a déjà, notamment au niveau du lecteur, il y a un aspect. Il faut, pour faire une histoire entraînante, je pense que c'est intéressant qu'il y ait un petit peu d'action, etc. Mais sur le côté très, 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 très gore, pourquoi? Il y a une fascination, forcément, pour la violence, pour l'ultra-violence. Et c'est aussi donc la fascination, vraiment, on peut l'entendre avec cette espèce d'attirance, comme on se penche au-dessus du vide, puis on est terrorisé parce qu'on a peur de se jeter dedans. Et, euh, et oui, il y a cet aspect aussi esthétique qui vient, Mm. encore une fois, les influences pour le coup littéraires et cinématographiques, et aussi le défi. À savoir qu'écrire une scène de violence, c'est super dur en fait. Et c'est les scènes qui me demandent le plus de travail Mm. parce que c'est très compliqué en fait à faire. Et il y a aussi un aspect technique, à savoir on va mettre en scène une bataille ou un duel à l'image d'un genre de dieu qui se poserait, qui se dirait voilà, on est sur la plaine de Troie et on va organiser ce combat. Comment on peut faire? Il y a quasiment un travail de machiniste, de mise en scène. Quand j'étais petit et que je me souviens, Tigre et Dragon était sorti, qui a été le chorégraphe d'ailleurs de l'adaptation du film 3.
J'étais fasciné par les mouvements dansants, etc. Et je me disais, mais comment on peut rendre ça en texte? Alors là, on est plus dans le combat que dans la violence, mais dans ces mouvements circulaires, comment on peut rendre un coup de lame? Et puis, effectivement, il y a cette décharge parfois super brutale que je mets volontairement, mais parce que c'est bon de casser des gueules, franchement, ça fait du bien, quoi, dans un. Non, Non, mais mais tu prêches une franchement. convertie, mais je te pose quand même la Ah question. ouais, non, mais ouais. Tu vois, moi, Non, j'ai non, mais besoin de c'est trop savoir bien. d'où ça vient. Ouais, ok. Ah, mais oui, il prend la tête et lui, il classe contre le Donc, lavabo, et ouais, c'est puis, ça. Donc, ça aussi voilà. de la catharsis. Tu vois, ça, c'est Oui, intéressant. Tu vois, oui. quand on parle de ça, c'est pas seulement l'aspect esthétique, ça fait du bien à l'auteur aussi à un moment donné, Oui, mais de, qu'il y ait une espèce de voir ça, ouais. décharge comme ça. Ouais, ok. Très bien, très bien. Et puis Alors, ça fait plaisir au lecteur aussi, je suppose, parce que du coup, il y a un auteur qui sait très très bien écrire la violence, hein, qui est juste derrière moi. Chez les Français, c'est Jean-Christophe Granger. Je trouve que ces scènes de violence sont maîtrisées de bout en bout. Ça, c'est vraiment génial. Alors, dans Ouais, le voilà, pour chat, rentrer sur lui. on a plein de commentaires dans le chat. On a un commentaire qui dit la BD, pardon, peut-être un point d'entrée, effectivement, pour un projet cinématographique. Donc, c'est ce qu'on a prévu. Tout est- On espère. Voilà. Euh, Thomas Billou dit c'est clair que ça mériterait une adaptation film-série. Il continue en disant on va Thomas essayer de Billon, c'est faire. notre dessinateur fétiche. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son Instagram. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est monstrueux. Il a une Alors, on a patte. un instant. Attends, je peux mettre plein de choses dans le chat. Je peux mettre Ah des bah liens, ouais, tout ouais, ouais, ça. hein, il faut Donc, alors, dis-moi, l'insta dis-moi, de. dis-moi. Eh ben, l'insta Eh de. ben, eh ben, Alors là, eh je suis ben. sur mon autre PC. Eh Hop. ben, c'est pas grave. Alors, je le trouve où? Ah ben non, je peux pas. Moi, je peux pas. Fais le boulot. Envoie-moi sur. Je t'envoie Envoie-moi sur. le. Ouais, parce que toi, tu peux pas Ah, est-ce mettre le que lien dans j'ai. le chat. Il y a donc toujours Thomas Bio qui dit on va essayer de faire une belle BD déjà. C'est pas fait encore. Ensuite, Arcom qui dit plus que la violence, on a l'impression que tu as un goût prononcé pour les marginaux et leur violence. Tu confirmes? Alors, petit Alors, rectificatif ensuite. Enfin, le milieu underground en tout cas. Est-ce que tu confirmes ça? alors, je collerai l'Instagram de Thomas Bio, qui est facile, hein. En fait, c'est facile, on le trouve, c'est Thomas Bio. Mais je le collerai après. Du coup, les marginaux, la violence. Alors ça, c'est celui qui vient de s'exprimer, c'est l'éditeur, l'ancien éditeur de Miroir du réel, donc celui qui a Mhm. publié Benoît, du coup, qui a publié le Warm roman. Blue. Mhm. Ouais, Warm Blue, qui avait accroché Mhm. d'ailleurs avec la dédicace à Dantec. Et effectivement, les marginaux, la violence, les zones, le péri, en fait, tout ce qui est dans les marges. Et ça c'est vrai. Parce que c'est dans les marges que c'est là où tout se passe, en fait. C'est dans les marges où les personnages vont pouvoir régler leur grand dilemme, leur grand combat psychologique. Et c'est aussi dans les marges qu'on va pouvoir faire défiler le monde et sa danse, sa marche politique, tout son théâtre, va défiler comme ça dans les marges. C'est vrai, en finissant Edenra, je me suis rendu compte qu'il y a, en fait, à la différence, c'est pas une histoire de se comparer, mais si on prend dans la fantasy, par exemple, Martine, vous avez des personnages qui sont stricto sensu au cœur du pouvoir. Mhm. On va être dans la peau du fils du roi, par exemple. Mhm. Là, non. Même si c'est des personnages nobles, la guerre va être lointaine et même si c'est super violent, qu'ils sont embarqués dans des conflits, etc., le but, ça va être dans ces univers de marge, ces univers de transition, ces univers où finalement tout est mouvant, où tout est possible, parce que c'est bien des microcosmes, hein, la marge. C'est beaucoup plus intéressant que là où tout est propre et là où tout est rangé, en fait. Mhm. Euh, c'est des espaces de jeu et de création illimitée. Et le voyage, alors oui, je fais une parenthèse, dans tous mes romans, Marcher est donc entre l'Irlande et la France, c'était inspiré par mon propre voyage. Dans Warm Blue, ils passent leur temps à se déplacer Mhm. dans diverses capitales Mhm. et sur les 2 tomes. Et c'est également le cas dans Edenra, c'est pour ça que ça m'a pris un temps fou, parce qu'il a fallu que je mesure sur une carte, en calculant la vitesse d'un cheval, etc., ou d'une galère, ou d'une cogue, ou d'une gabarre, l'univers, combien de temps on met pour aller de là à là.
Et c'est ça, plus on avance, plus la géographie du roman s'étend en fait. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc on découvre les marges et on va dans ces zones inexplorées. Voilà, je repense à Jean-Christophe Granger qui a décidément aussi, dont on parle plusieurs fois, qui a une grosse influence sur moi, qui adore aussi amener ses personnages dans les marges. C'est un ancien journaliste et on va souvent dans les tréfonds de Calcutta, dans les prisons asiatiques, etc., dans ces zones où tout est possible, malheureusement pour les personnages et fort heureusement pour l'auteur. Mmh. Tu nous parles d'Edenra tout à l'heure. Tu as très très envie de nous en parler ou pas? Ah bah oui, carrément. Alors, je ne sais pas ce que Parce je peux dire ou ce que je peux pas dire. Je ne sais pas ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. Donc là, on a bien compris que tu viens de mettre le point final à un 4e ouvrage. ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Dis-nous ce que tu peux nous dire. Alors c'est un ouvrage qui est très particulier puisque c'est l'ouvrage que j'ai essayé, donc comme je disais avant, d'écrire une première fois au lycée, euh, qui était horriblement immature, mais c'est pas grave. J'avais envoyé les manuscrits à Gallimard, enfin n'importe quoi. Mais c'est pas grave, j'avais essayé, j'avais quand même fait 200 pages, j'ai réessayé en rentrant à la fac, mais c'était pas encore bon. J'ai arrêté, j'ai publié Marcheur, Worm Blue 1, Worm Blue 2. Et ensuite, je me suis dit, ça y est, il est temps de. Je compare souvent, en fait, Marcheur comme les âges un petit peu de la vie. Marcheur, c'est vraiment l'enfance, hein. Il y a beaucoup de naïveté dans Marcheur. C'est pas péjoratif. Worm Blue, c'est la colère de l'adolescence, hein. Et si on peut comparer ça aux âges de la vie. Et là, j'ai senti que j'avais franchi un petit cap et que j'avais un peu plus d'expérience, un tout petit peu plus de maturité, j'espère, pour me lancer dans des histoires plus complexes. Et ce monde, en fait, était très particulier parce que c'était gamin, c'était mon monde imaginaire. C'est-à-dire que les personnages qu'on retrouve, certains existent déjà depuis le lycée, mais c'était des noms que je mettais sur mes figurines Playmobil en jouant. Donc c'est un monde qui est très 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 ancien, qui a grandi avec moi. Là, enfin, c'était suffisamment. Bien sûr, le roman va pas être une bataille de Playmobil, vous en doutez, même s'il y a beaucoup de batailles. Et c'est effectivement en finissant ce roman, je fais clairement aussi le deuil de mon monde enfantin, hein, d'une certaine manière. Et donc c'était quelque chose, il m'a fallu 4 ans pour le finir quand même, notamment parce que j'ai eu besoin de me renseigner très précisément, comme je l'ai fait pour Worm Blue, mais sur la médecine de la Renaissance, sur les techniques de la Renaissance. Voilà, donc il y a eu tout un travail de fait là-dessus. Et j'espère, du coup, que ça vous convaincra. Question que je me pose aussi, du coup, tu dis que c'était pas encore le bon moment, tu vois, à propos d'Edenra. Donc, je reviens sur ces questions de la création, etc. Quand est-ce que tu sais que c'est le bon moment, si c'est quelque chose qui traîne, si j'ose dire, depuis quelques années? Comment tu sais que cette fois-ci, que maintenant c'est le bon moment? Comment tu sais ça? C'est super Qu'est-ce qui te bizarre. fait? Alors, Moi, j'ai cette question-là. Alors, il y a Julie qui pose une question que je poserai juste après, mais du coup, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Alors, en fait, voilà, les marcheurs, c'est l'adolescence, et puis en même temps, la Edenra, c'est un truc que je me traîne depuis super longtemps, mais que j'ai réussi à maturiser. Enfin, ça se dit pas, mais tu vois ce que je veux dire. ouais, on est dedans. C'est un monde ancien qui revient maintenant à la surface, et puis que j'ai réussi à moduler et à informer à mon image et à ma maturité. Quand tu dis c'était pas encore le bon moment, et qu'est-ce qui te fait dire, enfin, comment tu sais? Moi, c'est ce que je te disais hier. Moi, j'ai cette fascination de la question de la valeur. C'est-à-dire, quand est-ce que quand Ouais, tu écris, tu sais que c'est bon, ou quand est-ce que c'est pas bon? Tu vois, quand est-ce que tu sais que c'est le bon moment? Alors, Gallimard, c'était pas le bon moment, c'est pas grave. Tu vois, ça viendra peut-être, on s'en fout ou pas. Il y a d'autres maisons d'édition que Gallimard, mais ouais, voilà. Qu'est-ce qui te c'est fait dire sûr. qu'à un moment donné, c'est le bon moment et que maintenant, cette sorte de
je sais pas comment dire, de création adolescente, parce qu'en fait, c'est ça, a assez maturé, Ouais, infantile, mais comme un espèce de ouais, ouais, pinard, comme un espèce de truc que tu as foutu comme ça dans un coin de ta tête. Enfin, tu sais que, ouais. comment tu sais que maintenant c'est le bon moment? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est parce que quand tu le relis, ça te plaît? C'est parce qu'il n'y a plus de retouches possibles? C'est parce que tu as déjà un autre projet en tête? Tu vois, comment ça s'articule Ah pour ouais, que ouais. tu te dises aujourd'hui c'est le bon Non, moment? c'est bizarre ce que je vais dire, c'est quasi religieux en fait. C'est un truc. Euh, Marcheur, je savais que ça allait être mon premier roman publié. C'est indiscutable. Je saurais pas dire pourquoi. Je savais que ça allait être lui. Et en attaquant le tome 2 de Marcheur, ça avait été une sacrée claque. En attaquant Warm Blue, c'est très bizarre. J'ai, ouais, je sais pas. Euh, c'est, ça se sent. J'ai pas, c'est pour ça que je dis c'est Ok, ok. étrange, mais c'est un truc Ça qu'on ressent. s'explique, Il y a quoi. aussi l'idée d'un autre projet qui arrive derrière. Donc là, Mm, je sais, j'ai déjà l'idée, le pitch de A à Z du prochain roman après mm, Edenra. Tout est mm, fini, tout est prêt, il ne reste plus qu'à l'écrire. mm. Qui d'ailleurs, j'en avais marre d'Edenra. C'était long, c'était dur. Je suis toujours pas fini mes relectures d'ailleurs. Mais c'est effectivement l'idée d'un nouveau projet qui arrive derrière. Mais il y a toujours ce sentiment et qui frise, qui devient en fait même une sensation. Hein. C'est très physique, c'est super charnel. C'est vraiment c'est bon quoi. Là, on peut toujours retoucher un texte à Mm, l'infini. Mais là, c'est Talkland après. mm, C'est fini quoi. mm. Donc il faut accepter aussi ouais, à un moment, c'est bon. C'est la quatrième fois au chapitre et que je suis en train de m'arracher la tête sur un point-virgule. Euh, il faut accepter aussi de lâcher prise. Très bizarre de la part d'un contrôle fric de dire ça, mais oui quand même. Mais ça se sent, ça s'impose, voilà, à la bouche comme quand si on goûte un super bon vin et on sait que c'est bon. Il est là. Ouais, Et c'est bon. ça C'est le impose et moment. il y a plus il y a plus de discussion possible. Après, le roman, Mm, il est peut-être imparfait, et certainement imparfait, mais c'est pas grave. En tout cas, dans sa maturation, dans mm, son processus, dans son évolution, aux yeux de l'auteur, il est arrivé au moment où fallait le sortir du foudre et mm, le mettre en bouteille pour mm. l'offrir, en tout cas, aux gens qui vont le déguster, quoi, aux collecteurs. Mais voilà, tout simplement. Ok. Donc cette petite part qui ne s'explique pas. Non. Julie nous pose la question, quelle musique écoutes-tu lorsque tu écris? Est-ce que tu écris dans le silence? C'est une très bonne question, merci Julie. Est-ce Ouais. voilà, est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce qu'il y a des choses qui justement te favorisent les scènes de combat? Est-ce que au Ouais. contraire, enfin tu vois, voilà, est-ce que la musique est aussi une sorte de Et, levier, voilà, ah pour oui, quelque oui. chose? Alors, Ouais. avant, j'écrivais en musique et je me suis rendu compte que ça me déconcentrait trop. Donc maintenant, Mm. quand j'écris, il faut du silence, beaucoup de silence. Euh, je hais mes voisins d'ici d'ailleurs. Et ça s'est dit. Et du coup, du silence, un café. Et en revanche, tous ces moments où j'écoute de la musique, où je marche, etc., eux, ils sont carrément propices à littéralement imposer des scènes. Ben, je pense effectivement, Julien en parle, mais au groupe de Jules Van Locke. Allez écouter, c'est super bien. Allez aussi écouter Diamond Dog, c'est une tuerie. Voilà, c'est dit, tu me dois 50 balles, Jules. Et effectivement, donc Mon blague à part, modérateur peut mettre, mon modérateur peut mettre plein, 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 plein de liens vers Diamond Dog et Van Locke, s'il peut. Vas-y, alors dis-nous. Alors, silence et café. et Ensuite, la marche. non, 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 mais il n'y a pas de souci. Effectivement, je prends l'exemple, bah, il y a plein de musiques qui ont carrément été, d'ailleurs, Warm Blue finit sur trois musiques distinctes, Mm, mm, qui ont inspiré largement ou en partie les scènes. Donc le cas de Van Locke aussi, la chanson Anomia, qui m'a été très utile, et même plus que ça, qui m'a permis de construire en y réfléchissant, des courses-poursuites dans la neige. Un assassin poursuivi par des religieux avec des pures couleur sang et des masques de peste dans mm, la neige avec les corbeaux qui hurlent au-dessus. Voilà, là, on a un truc, là déjà rien que d'en parler, je suis à fond. Et mm. sur la musique, donc moi je réfléchissais, et puis c'est vrai que la musique, elle permet de faire des associations d'idées, de sons, de couleurs, d'odeurs, de stimuler certaines émotions. Puis après, voilà, ça vient.
Ouais, sans musique, ça ferait un petit peu l'herbe sous le pied pour trouver des idées de scènes, de combats, mais pas que. Mais pas que, hein. Ça peut être des impressions, des images, des plans qui apparaissent avec la lumière qui tombe, des visages inquiets, des visages. D'ailleurs, c'est absolument horrible quand je retouche il faut que je m'isole quand je retouche mes textes parce que je me balance d'avant en arrière, la bouche qui se tord en fonction des cris des personnages, on dirait un fou. Dans la salle des profs, je me suis fait pointer du doigt, j'étais en train de retoucher un texte, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Alors, c'est d'avant en arrière, comme ça. Donc voilà, ça permet de bien vivre avec ces personnages avant de leur dire adieu définitivement. Hmm. Tu leur dis adieu définitivement à tes personnages, oui. Ah bah Est-ce que tu forcément, te une fois que le roman relis? est publié. Ça, c'est un truc. Oui, oui, Marcheur, oui, tu l'as. Ouais, d'accord. Marcheur, tu l'as relu oui. depuis que tu l'as publié? Ah oui, oui, bien sûr. Il faut se relire un chapitre qui n'a pas été lu 200 fois, c'est pas possible. Juste un moment, dire stop. Là, on parle de War Blue, on parlait d'Edena. Edena, sur Word, on est à 350 pages, ça ferait du 500-600 pages publiées. Ça doit être la 4e fois que je le relis. Donc voilà, il faut relire. Ça n'empêche pas les coquilles, hein. Ça c'est humain au bout d'un moment. Mais la relecture, c'est même, je dirais, 90% du travail. Je pense. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Alors, un premier Et jet, et puis je vais alors, ma retoucher question, la prochaine. c'était plus. Ma question, elle portait plus sur Marcheur. Tu m'as dit que ça datait. Alors, j'ai noté tout à l'heure la date. Je l'ai. C'est 2015. C'est 2015, si je dis Je pas ne de vais pas me bêtises, tromper. Marshall. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, tu l'as c'est ça. relu depuis? Tu l'as relu depuis ou c'est un bébé qui est dans un Non, non, coin de non, ta non, non, bibliothèque non, non, et... non, non. Non, c'est bon. Non, non, je Voilà. Donc c'était ça peux ma pas. question. Est-ce que une fois que ça devient un objet et que cet objet est à destination de tous en quelque sorte, hein, du lecteur quel Ah, qu'il soit, parfaitement. est-ce que tu l'abandonnes? Enfin, c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il vit sa vie et tu le laisses vivre sa vie? Ou est-ce que potentiellement, si demain un éditeur te dit, bon, ok, Marcheur, je veux le reprendre, je veux l'éditer, je veux le rééditer, etc., est-ce que tu le Ouais. relis? Ouais. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que ça peut risquer? Relire un vieux bouquin, Ouais. non, mais ça fait un peu, voilà, mais il est venu au monde, ça y est, les gens l'ont lu. Euh, c'est bon. Moi, je vais pas supporter d'ailleurs de relire une fois publié mes textes. Les seules fois où je fais ça, c'est en rentrant de soirée, je me dis, ah, c'est quand même génial, j'ai publié un livre. Et je vais prendre une page, je fais, ah, super passage. Je vais lire 2 phrases, je vais le remettre, je vais dire, génial, continue comme ça. Et c'est tout. Mais j'aurais, une fois que c'est publié, je peux plus me relire. Parce que il est plus à moi, il est C'est aux ça. autres maintenant. C'est bon, voilà, Edenra, 4 ans dessus. Allez, les gars, lisez-le, il est pour vous l'univers. Moi, c'est bon, j'ai donné. Mm. Après, je vais en parler avec grand plaisir. Je suis toujours très investi dans la promotion de mes livres. C'est très important pour moi. Je me démène comme un petit fou et je remercie tous ceux qui m'aident à le faire aussi, dont toi, bien sûr, pour faire la promotion ou en tout cas de mon travail. Mais une fois que le livre est rentré dans le Est siècle, on va sorti. dire, Ouais, et c'est ben, ça. Mm. ouais, voilà, c'est ça. J'ai une question que Je relis. j'adore dans le chat. C'est Cro, bienvenue Cro, qui dit une question très personnelle. Comment on trouve le temps de poncer Diablo, de lire autant et d'écrire? C'est pour un ami. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu Trop gères qui dit ton ça. quotidien de prof, lecture, écriture et Diablo en même temps? Allez, on veut un petit planning. Ben, ça fait des journées chargées, en Mhm. fait. Ça fait des journées chargées, ça fait des journées d'équilibre. Après, il y a des contraintes. Quand j'ai passé le concours, j'ai dû forcément un peu arrêter d'écrire. Ça, c'est obligatoire. Il a Mhm. fallu faire des choix. Après, le jeu vidéo, on peut forcément arriver à le réduire, hein. Ce sera l'écriture qui aura toujours le dessus. Euh, je rajouterais même comment on trouve le temps d'être prof, de jouer au PC, d'écrire et de relire le soir. Et Mhm. ben, ça se fait bien. Ça se fait plutôt bien. Donc, je m'en sors, c'est faisable. Pas d'excuses pour ceux qui veulent écrire et qui disent j'ai pas le temps. Ça peut se faire. C'est juste une question d'envie. Non, ça fait trop truc américain de motivation.
Faites comme vous Ouais, c'est voulez, faites ça. comme ça. Alors, j'osais pas le dire, mais ça fait très développement personnel. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, Mais ouais. c'est très bien. Ça veut dire que tu as une hygiène de vie exceptionnelle et qu'on en rêve tous. Ouais, sur Alors Diablo, là, je moi, pense que mes potes ils doivent rigoler en entendant ça. Hein. Ah, bon, alors, j'ai rien dit, mais ça, ce sera le sujet d'une autre causerie, peut-être. Euh, Si, j'ai non, pas mais parlé de jeu. on va y croire, on va y croire. J'ai On va y croire. j'ai Si, pas si, parlé de. discipline et ascèse, À prière, 16, enfin, voilà, c'est ça. je suis Très bien. bien. Ouais, Très bien. bien sûr. Ok. Et c'est du Perrier, Euh, hein. Voilà, c'est vrai, on précise. voit ça. Ouais, je peux On, en faire de on- tout. on voit Je ça. fais pas de pub, donc. Euh, ma question sur. Tu vois, on parle de jeux vidéo depuis tout à l'heure, enfin, depuis tout à l'heure, ou de manière très, très traversante, enfin, discrète, etc. Est-ce que l'imaginaire du jeu vidéo peut influer aussi sur ton écriture ou pas du Bon. tout? Pas du tout. Ah oui, oui, Non, oui. le jeu vidéo, Ah si, c'est. si, Ah, si. si. Ah, pardon, excuse-moi. Ah Si, ok. si. Large. Large. Ok. Et il y a il y a d'ailleurs des écrivains, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Stéphane Beauverger qui a fait le scénar d'un jeu vidéo là récemment, Vampire. Je crois que c'est lui. Hein. Euh, oui, 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 c'est sans aucun doute le jeu vidéo, bien sûr. En particulier, enfin je dis en particulier, alors il y a les jeux de rôle, les jeux qui vont être très immersifs, qui vont avoir des univers tellement travaillés. Faut pas oublier que dans ces jeux-là, vous avez une direction artistique, vous avez des compositeurs, vous avez des scénaristes. Parfois, vous faites appel à des romanciers pour faire le scénar. Euh, c'est tellement riche que ce serait absolument idiot, et surtout pour quelqu'un comme moi qui aime le jeu, de passer à côté et surtout de mentir en disant non, non, ça n'a pas. Non, bien sûr que ça a une influence, plus que ça a une influence monumentale sur le travail. Même des jeux type FPS qui vont être des jeux particulièrement très nerveux, etc. Dans le déroulement des actions, euh, des enchaînements de séquences, de combats, etc. On peut retrouver aussi l'idée d'aller chercher comment le mouvement est créé pour essayer de le remettre dans un texte. C'est totalement possible et je l'ai déjà fait en plus. Donc des mouvements de personnages qui vont envoyer des projectiles, on peut tout à fait récupérer ça, la façon dont c'est fait, réfléchir comment le traduire dans un texte. Et ça se fait parfaitement. De toute façon, un jeu vidéo, c'est un texte avant d'être du code. Mm. Donc voilà, ça commence comme ça. Et parmi les jeux vidéo qui ont eu, on va dire, le plus gros impact, mais effectivement, il y a certains univers de Blizzard. On peut tout à fait citer l'univers Diablo ou de StarCraft, mais j'ai forcément aussi une petite pensée pour les univers comme ceux de Witcher, qui sont tellement riches. Mm. Ou même si on remonte plus loin à Skyrim, mais c'est des grands classiques aussi du jeu de rôle, mais il y en a beaucoup d'autres. Et voilà, je crois que en 2023, personne oserait dire que le jeu vidéo n'est pas une œuvre d'art. Mm. Je pense que ce serait aberrant, tout simplement. Est-ce que tu nous as dit de quoi parler, Denra, ou pas? Je sais plus. Je crois Non, pas. je vous ai pas dit. Je crois pas. Est-ce que tu Alors, peux nous faire un petit teasing quand même? Est-ce que tu as le droit? allez, on va faire un Ah, peu. Ouais, j'ai le droit. De toute façon, j'ai pas signé de contrat pour l'instant. Donc, pour l'instant, j'ai le droit. Edenra, il faut imaginer un empire expansionniste, ultra violent, bien sûr, sinon c'est pas drôle, qui va être dans un genre de renaissance, très inspiré, mais une renaissance, c'est le tout début de la renaissance. Hein, on peut même dire que c'est entre la fin du Moyen Âge, le début de la Renaissance. Un empire donc expansionniste. Vu que je vais matiner avec pas mal d'autres choses, il y a des machines volantes, il y a des espèces de ce que j'appelle des altérants. Les soldats sont complètement défoncés à certaines drogues. Wow. Et un univers qui est très vaste, très riche, parce qu'il n'y a pas que l'empire. Et donc cet empire expansionniste, qu'est-ce qui lui arrive s'il peut plus faire la guerre, puisqu'il a construit sa culture, sa civilisation et sa raison d'être sur l'expansion et sur oui, ouais, l'expansion et le combat, quoi. Quelle est sa raison d'être s'il peut plus faire la guerre? Alors ça, c'est forcément les intrigues de fond. Et cet empire, qui s'appelle l'Empire Edenra, va être confronté finalement à trois menaces tout à fait sournoises et qui relèvent pas forcément de la guerre comme l'Empire pourrait l'entendre, à savoir la peste, une peste qui rend les gens fous, à savoir également aussi des individus
tabous dans la société, qui ont des capacités sont censées, normalement, ont tous disparu et qui refont surface. Et enfin, tout un ensemble de complots orchestrant différents assassinats à travers le monde. Donc, est-ce que l'Empire saura y faire face? Et comme d'habitude, il y a une grosse polyphonie. Cette fois, on n'est pas à 3, mais on commence à 7. Ok. Donc c'est compliqué, avec des personnages féminins que j'ai essayé de soigner le plus possible. C'est ma hantise de pas réussir mes personnages féminins. Mm. Euh, Mm. Éparpillés partout dans le monde plus ou moins, et plus les pages avancent, plus en fait on découvre l'univers de ce monde avec les cultures, les civilisations, les langues, et Empire Edenra, c'est plutôt un prétexte pour partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons complètement fous, et aussi régler les fantômes, enfin, s'affranchir des fantômes qui pèsent sur la conscience de tous mes personnages. Voilà, comme d'habitude, vieille vie. Dans un cadre fantastique. C'est trop long comme résumé, mais voilà. C'est ça. Non, non, non. Attends, mais alors, par contre, va falloir me l'envoyer tout de suite. Parce que alors là, je tremble. Donc, il y a. Alors, j'ai plein de remarques, j'ai plein de bonjours. Il y a OMG qui nous dit bonjour. Bonjour OMG. Elle Mamat qui dit est-ce que tu es adepte de Warhammer ou pas Ou pas. L'univers Warhammer, je l'ai vu surtout par il y a certains, surtout par les artworks. J'ai pas joué à Warhammer à proprement parler. Je connais l'univers, mais pas plus par les artworks et par certains courts-métrages qui ont été faits. Il y en a qui sont vraiment super bien. Après, les armures qu'on retrouve notamment, les armures impériales, à Astartes, etc., qu'on retrouve chez Warhammer, je les connais bien. C'est pas forcément celles qui ont pu influencer les armures spatiales de Warblue, mais je les ai toujours en tête. C'est un univers qui est super riche, hein, Warhammer, c'est génial, 40K ou le basique, entre guillemets. Et c'est des super univers aussi. C'est incroyable. Ça coûte trop cher, malheureusement, les figurines, mais c'est vraiment super bien. Alors, tu as décidé de te placer devant ta bibliothèque ce soir. Ouais. Alors, tu vas te retourner tranquillement et tu vas nous commenter un petit peu ce qu'on voit ou pas, s'il te plaît. Alors, moi, je connais déjà quelques collections, quelques éditions, etc. Alors, qu'est-ce que tu nous montres? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu... Voilà, Alors, la dis-nous tout. bibliothèque, en fait, est classée par genre et par auteur, en fait, tout simplement. Donc, on voit pas très, très bien, mais on a tout en haut Trop bien. la science-fiction. Voilà. On a la science-fiction en haut, qui laisse la place, en fait, petit à petit à la fantasy, qui va laisser la place ensuite au fantastique, qui va laisser la place au roman policier, et ensuite qui va laisser la place plus en bas à la littérature blanche, aux essais de philosophie, tout en bas, aux littératures d'histoire, etc., etc., etc. Donc il y a un classement ensuite par ordre alphabétique avec les auteurs, parce qu'on se refait pas quand on est maniaque, c'est très très important. Ouais, c'est de la... Ok, chouette. Est-ce que là-dedans, tu nous sortes de bouquins? Allez, je sais que c'est très difficile ce que je te demande. Est-ce que tu vois... Je sors 2 bouquins là-dedans. Allez. Ouais, mais je vais essayer d'en sortir certains que j'ai pas cités, sinon c'est pas drôle. C'est difficile. Il y a Arcom qui... Ouais, je sais que c'est difficile. Je t'avais pas préparé à cette question. Je suis désolée. Il y a Arcom qui dit les bibliothèques sont un appel à la maniaquerie. Oula, sont un appel à la maniaquerie, tout à fait. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc par genre, par auteur. Je pense que je vais T'as 2 bouteilles de Perrier. Non, mais ça va plus du tout là. Ah bah quand même, sinon c'est pas drôle. 2 bouquins, on a dit, c'est ça? Ouais, je sais pas trop. Vois quelque chose, voilà. Si là, comme ça, spontanément, t'as envie de nous faire découvrir 2 ouvrages. Yes. Hop, c'est parti. J'ai trouvé. Alors, je vais citer. J'aurais pu choisir un Dan Simmons, mais en ce moment, je suis dans une folie pour soutenir les auteurs de langue française. Donc, je vais vous présenter très très rapidement. Et Benoît a d'ailleurs tout à fait raison. C'est des appels à la maniaquerie totalement.
Dantec, encore et toujours, Babylon Babies, Mm. qui est un vraiment de mes romans bibles. Enfin, voilà, c'est monumental. Sans ça, il n'y aurait jamais eu de Warm Blue, c'est sûr. Sûr et certain. Aucun doute là-dessus. Et il faut l'acheter au moins pour l'Inkipit. Et une phrase gigantesque sur le mode déclamatoire. Enfin, c'est un truc de fou. Comment tu les Vraiment. lis tes ouvrages? Tu les annotes, tu les cornes, comment ça se passe? Ou tu as un respect pour le Oh, non, bouquin non. qui fait que tu Non. t'achètes, tu lis, tu places dans la bibliothèque? Parce que la maniaquerie de la bibliothèque Oh, n'est ouais. pas, enfin, n'est pas forcément la maniaquerie de la lecture. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais il faut. Je suis ultra pénible avec les livres. Il faut pas les écorner. Il faut pas les. On les lit, on prend attention. Ma pauvre sœur, si elle m'écoute ce soir, des fois, je lui ai prêté des livres. Et elle vit avec les livres. Mm. Voilà, il faut il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui aiment bien. Voilà, oula, là, quand elle nous rendait les Jamais. drames que Ok. c'était. Mm. Et le deuxième que je vais présenter, c'est Même pas mort. Donc déjà, le titre est complètement fou, de Jean-Philippe Jaworski. Voilà, c'est tout simplement le numéro 1 de la fantasy en France, à mes yeux, et enfin, pour beaucoup d'ailleurs, à qui j'ai consacré mon Master 2, comme quoi, là, je vous ai donné 2 auteurs que j'aime beaucoup et que je connais bien, qui m'a félicité d'ailleurs pour la sortie de Marcheur, puisque je me suis empressé de lui Cool. écrire, et qui relate l'aventure sur un mode pseudo-historique. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais l'aventure d'un roi légendaire qu'on situe entre moins 600 et moins 450 en Gaule. En tout cas, d'un jeune guerrier qui va commander une grande aventure à travers l'Europe occidentale. Et qui a vraiment existé, qui s'appelle Pélovèse. En tout cas, on le retrouve dans certaines sources. Et à partir de là, vu que c'est toujours un petit peu flou chez les Gaulois, on est parti, c'est la porte ouverte pour imaginer tout un tas de choses pour Jaworski. Et il dessine en fait la culture gauloise à la lumière de pas mal de découvertes archéologiques, et notamment aussi dues à l'archéologie expérimentale. Il est très précis dans ce qu'il fait, et puis parfois, et puis entre tous ces éléments-là, il va placer ces bulles d'imaginaire. Ce qui fait que c'est extrêmement savoureux à lire. On a l'impression d'être dans une maraude de Gaulois et de sentir le crottin de cheval, le foin, le feu de Le foie. cheminée. Ah le putain, ce frisson lapsus. Le crottin de cheval et le foie. Tu vois, quand le foin, j'ai dit le foin. J'ai dit le foin. Alors, il y a Cro qui dit il faut arrêter de faire remonter des trucs dans ma liste de lecture. Ah bah oui, moi c'est pareil. Moi je prends. Alors, je sais pas si vous voyez parce que moi je suis dans un tout petit coin en haut à droite. Mais si vous voyez bien, moi aussi je prends des notes. Bon, on a pas mal parlé. J'ai encore peut-être 2 petites questions et puis après je laisserai le chat. On est assez nombreux ce soir, c'est super cool. Peut-être te poser des questions si ouais. jamais. Alors j'ai une question qui est, c'est pas du tout pour te mettre en difficulté ou quoi, mais moi je suis fan de Jacques Abeille. Est-ce que tu connais? Jacques Abeille, non, pas du tout. Oh putain, alors ok, alors on ferme la conversation, tu dis que tu connais pas et je vais t'envoyer les bouquins, mais genre tout de suite. Ok. Les jardins statuaires, c'est, tu vois, quand tu parlais de Bible tout à l'heure, t'as le droit de regarder sur internet, mais c'est pas grave, c'était pas pour te piéger, c'était pas, voilà, c'est parce que tu vois, t'es en train de nous passer plein de bouquins là, plein de références, tu vois, alors moi je le dis, Babylon Babies, j'ai jamais lu, donc je vais le lire, hein, forcément, ça me donne très envie. Et moi, je suis fan de Jacques Abeille. Alors attends, je crois qu'il est... Je suis en train de regarder ses publications. Effectivement, ok. Jardin des statuaires, si, ça me parle, ça. Et il est mort il y a pas longtemps il est mort il y a pas longtemps dans la différence la plus totale, et c'est un des plus beaux auteurs que j'ai jamais lu. Et je pense que ça pourrait te plaire à mort. Voilà. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je fais ça avec un invité que j'aime, et avec tout ce que tu me dis et ces fameuses sagas et ce souci du style et le côté un peu, tu vois,
pas médiéval, mais tu vois, du mec tout seul et de la psychologie et du truc, je pense que Jacques Abeille, les jardins statuaires, ça pourrait te plaire à mort. Voilà, donc voilà, Ah, bon, c'était je suis en juste train le de petit voir, truc, c'était effectivement. pas pour placer ma science du tout, c'était pas pour te mettre en difficulté Non, du non, tout. non, mais pas du tout. C'est que, Et je alors, vois qu'effectivement, c'est ça, ouais, c'est exceptionnel. Donc celui-ci, ce sera mon cadeau pour t'avoir remercié pour la causerie de ce soir, parce que voilà, c'est exceptionnel. On parlait de Damasio tout à l'heure, est-ce ouais, que là aussi, c'est peut-être plus pour parler un peu actualité, tout ça. Moi, j'ai du mal à me positionner sur Damasio. Je sais pas ouais, s'il est surfait, pas surfait. Des fois, je le trouve désagréable. ouais. Des fois, je le trouve pédant. Des fois, je sais pas comment me positionner. Comment tu te positionnes? Il s'agit pas de casser quoi que ce soit. Enfin, tu vois, mais Non, non. C'est un peu aujourd'hui. pareil, Oh, en fait. ok. C'est en fait, après, moi j'avoue que j'ai tendance à on va dire toute écriture, on pourrait me dire toute écriture est politique, etc. Mais Mm, j'aime bien les écrivains. Et c'est une prof de lettres qui disait ça. Je trouvais ça génial. Ça va être bizarre durant un live, mais il disait les auteurs, il faut les lire, il faut pas les écouter. Et, mm. euh, et effectivement, j'ai tendance Eh à. bien, bonsoir. Après, Cette voilà. causerie est terminée. Salut! Je suis désolée. Non, non, pardon. Vas-y, vas-y. Ciao! Non, 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 mais effectivement, euh, moi, le problème, ce que je reproche, enfin, j'ai rien à lui reprocher d'ailleurs à Damasio, Mm, mais c'est en tant que lecteur, ayant lu quand même la Horde du Contrevent, bien mm, entendu, bah ça passe pas, mm, j'arrive pas, mm. parce que en fait, j'ai tout lu, hein. Je suis allé jusqu'au bout. La fin, je l'ai trouvé, voilà, bon, c'est un classique, hein, mais je vais pas la révéler, mais quand même Mm, très prévisible. mm, Et, euh, et c'est un conte philosophique, ça porte bien son nom, mais c'est pas mon truc. mm. C'est-à-dire que bah, ça manquait de. Alors c'est très physique, c'est très intense, on les sent avancer, etc. Il y a la zone du dehors aussi, mais ça, je me suis arrêté en commençant à lire. Moi, je n'y arrive pas. Je vois qu'il y a du talent, évidemment. Faudrait vraiment être voilà, un peu bête pour Ouais, dire ouais, que non, mais Damasio n'est pas l'enjeu, c'est pas d'être mais de mauvaise foi ou quoi, parce qu'en c'est effet, ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais je ça te passe pose la pas. question Ça parce que passe pas. tu as donné tu as cité son nom tout à l'heure, tu vois, et puis je Ouais. me suis dit, ah bah ouais, c'est vrai que, voilà, j'avais pas envisagé d'en parler, mais tu vois, comme, voilà, Ah oui, oui, on peut le en mot est parler. sorti, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que c'est une écriture très complexe. Tu vois, en fait, Ouais. depuis tout à l'heure, j'ose pas trop parler de SF parce que, alors moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'y connais rien. Tu vois, quand je lis un bouquin de SF, c'est comme les polars, si tu veux. Alors, polar, j'en ai peut-être Ouais. plus lu et je maîtrise peut-être un petit peu plus que la SF ou alors la fantasy. J'en ai jamais lu, enfin, peu importe. Mais c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est que j'y connais rien. Et ce qui m'a gêné avec Damasio, et par exemple, ce qui m'a pas gêné avec ton bouquin, c'est que moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas être projetée dans un univers où j'ai plus pied. Tu vois? Ouais, Ou ouais, je alors comprends. où la complexité. J'ai pas de problème avec la complexité stylistique parce que voilà, parce que j'ai pas de problème à lire des phrases qui font des lignes, tout ça. S'il y a un substrat philosophique, intellectuel, machin, ça me dérange pas. Mais si j'ai plus d'ancrage à un moment donné, si on me transporte trop vers quelque chose qui me dépayse, en fait, du coup, ça marche plus. C'est pour ça que Warm Blue, ça m'a plu. Parce que je te dis, j'ai réussi à m'identifier aux trois persos dans un univers qui est pourtant un univers, alors, futuriste, mais sans que ça soit dépaysant au point que plus rien ne soit reconnaissable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, et Damasio, j'ai toujours cette difficulté à l'entendre parce il est d'une bonhomie incroyable, ce type, en interview. Enfin, tu vois. Et en même temps, quand tu le lis, voilà, c'est trop. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je voulais savoir, tu vois, en auteur, parce qu'on a cité Dantec, etc., mais en auteur contemporain, tu vois, aujourd'hui, Ouais, ouais. tu m'as cité beaucoup d'auteurs, tu vois, tu m'as cité Simmons, tu m'as cité Granger, etc., qui sont quand même pas estampillés SF. Enfin, Granger, il est pas estampillé Non, SF. Ouais. Et peut-être un thriller, hein, voilà, est-ce que. surtout. Ouais, voilà. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que pour bien écrire de la SF, ou pour bien partir quand on est auteur dans un univers
réalisable, mais pas réaliste. Je sais pas si tu... Enfin, bien sûr que tu Ouais, ouais, suis. complètement. Ah Il si, faut si, pas si, passer complet. par la phase, justement, thriller polar, tu vois. Je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut rendre. Je pense que l'auteur, dès lors qu'il va toucher aux trois grands genres de l'imaginaire, donc le fantastique, euh, la fantasy et la science-fiction, a le devoir absolu, et c'est aussi valable pour le roman policier, mais moins parce qu'il a un ancrage beaucoup plus fort dans notre monde, a le devoir absolu de rendre son histoire possible. Mm. C'est-à-dire que plus c'est invraisemblable, plus on doit croire que c'est vraisemblable. Parce qu'en fait, sinon, ça prend pas. Moi, ce qui m'a gêné dans La Horde du Contrevent, c'était effectivement cet aspect complètement contre. C'est des gens qui marchent contre le vent. Mais j'y arrivais pas. Et c'est pourquoi, comment, j'avais besoin qu'on m'explique. Euh, Dantec, c'est l'anti-Damasio. Pour à peu près tout, concrètement. Dantec, ses romans sortis de ses trois premiers romans, 4 avec peut-être Satellite Sisters, ça devient trop abscon. C'est trop compliqué, c'est quasiment de la poésie en prose. Mm. Donc ça, c'est son défaut. Mais je pense que vraiment, mais c'est voilà, c'est très personnel. Quand on écrit de l'imaginaire, il faut que le lecteur se dise ah oui, oui, c'est parfaitement possible. Hein. Oui, oui, Mm. c'est parfaitement possible, une machine volante, bien sûr. Euh, Mm. et d'ailleurs, dans War Blue, Mm. en tout cas, beaucoup d'éléments scientifiques sont sourcés, en fait. Et même l'éclairage de Berlin. Hein, l'éclairage bioluminescent, je prends souvent cet exemple. J'ai appelé quand même un astrophysicien pour lui demander quelle était la forme la plus logique à utiliser dans l'espace, quel propulseur on peut avoir, quelle énergie serait la plus viable dans l'espace. J'ai même donc j'ai de la famille, j'ai ma cousine qui est médecin que je sollicite souvent aussi pour avoir des données médicales. J'ai appelé des vétérinaires pour les scènes où ils demandent combien de kétamine il faut pour endormir un buffle. Donc au moins que je sois réaliste, en tout cas plausible. Et j'ai fait pareil dans Edenra. À savoir, je suis allé, j'ai téléchargé une thèse de médecine des années 80 de Lyon 2, et c'est les remèdes d'Ambroise Paré. Alors, il y a des choses qui échappaient à ma compréhension, n'étant pas médecin, mais on a les recettes très précises, des onguents, des baumes, l'application des cataplasmes fait par Ambroise Paré, et j'ai ni plus ni moins pris pour mes moines guerriers soigneurs du fin fond de la lande, quelle essence on va utiliser, quelle huile on va utiliser pour la cicatrisation. Il faut que ça ait l'air vrai, parce que c'est tellement improbable comme univers, et on a que le lecteur peut partir à tout instant. Il faut jamais lasser le lecteur. Le lecteur a toujours raison. C'est lui qui fait vivre l'œuvre. Donc, il faut jamais le lasser. Il faut le chouchouter sans prostituer son histoire, sans prostituer son intégrité, etc. Tout ce qu'on veut d'auteur. Mais on a le devoir absolu de faire croire au lecteur que c'est possible, à plus forte raison si l'histoire relève de l'imaginaire, et de le chouchouter, parce qu'il faut pas lire pour souffrir quand même. Donc donc voilà. Donc ça, je pense que les récits trop qui relèvent du conte, euh, moi j'ai ce problème souvent en science-fiction avec le space opéra, quand il est trop lointain, quand j'ai pareil du mal à m'accrocher au personnage, je décroche très vite. J'ai beaucoup de mal avec Estelle Faye aussi en science-fiction, qui est une auteure assez française qui a bien percé et c'est tout à son honneur. J'accroche pas avec ces univers, j'arrive pas. Et voilà, ils sont dans des vaisseaux, ils vont de point A à un point B à la galaxie. Oui, mais comment, qui, quoi, pour ça, il faut qu'on m'explique. Et là, Tu j'arrive vois pas. que je te dis, tu vois, depuis tout à l'heure, je te dis que tu es un auteur du 19e, mais c'est un peu ça quand même. Le- Je suis désolée, mais je pense que j'ai bien trouvé cette espèce de, tu vois, d'entre-deux, entre, tu vois, la démarche d'enquêteur, tu vois, quand tu dis Ouais. c'est sourcé, c'est ben oui, mais c'est ça en fait, hein, tu vois, Bah oui, j'ai cette impression-là où il faut que ce soit sourcé, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit clean, il faut que ce soit honnête en fait, il faut que ce soit authentique très vis-à-vis du honnête, lecteur. Ouais, ouais, non mais très c'est honnête, exactement ça. très honnête, Euh, très donc honnête. c'est une sorte de synthèse entre euh, l'authenticité réaliste, tu vois, et en même temps ce que tu t'autorises en termes d'imaginaire, quoi. J'ai l'impression que il y a cette sorte de synthèse-là. Voilà, pourrait. Voilà, et puis il faut pas, il faut pas,
D'ailleurs, mes grands maîtres, ils procèdent. Enfin, je vais pas inventer ça tout seul. Hein, ils procèdent Ouais. aussi comme ça. Hein, je veux dire, Mm, Jaworski, il a lu bien sûr des rapports archéologiques sur les Gaulois. mm, Dantec, c'est hallucinant dans ses romans, mm, l'exactitude des précisions, mm. notamment sur l'intelligence artificielle qu'il propose aussi, etc. Il est très en avance sur son temps. On sait tous très bien que Philippe Cadic a pressenti Internet Mm. dès la fin des années 60-70. Donc, bon, voilà, il faut être sincère, il faut que ce soit sourcé. Et Mm. après, c'est plaisant pour l'auteur aussi, puisque ça va finir par ressembler à un travail de journaliste. Mm. Et que du coup, ben, c'est très enrichissant, on apprend plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris quel cocktail, on m'a expliqué quel cocktail il fallait faire pour endormir un buffle noir d'Afrique d'une tonne, quoi. Enfin, ça sert à rien pour moi, mais c'est quand même C'est trop super bien. cool. Bah, si, mais bien sûr que si. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est juste le plaisir. Euh, donc, j'ai appris plein de choses. Donc, après, il y a le plaisir du savoir aussi, et de l'exigence et de l'honnêteté intellectuelle Mm. vis-à-vis du lecteur. Ceci dit, ça Mm. n'empêche pas de se lâcher. Il y a quand même Mm. des Néandertaliens voilà, dans War Blue. C'est pas non plus, c'est pas que de l'art fiction. Il faut aussi savoir faire plaisir. Ces passages sont merveilleux. Alors, tu vois, j'ai pas voulu résumer. Hein. Tu vois, Unfried, il est parti, je Non, pense, non, à tout non, à non. l'heure. Il me disait, mais qu'est-ce qui fait que du coup, je lis ton bouquin, etc. Bah, tu le lis parce que je t'ai dit de le lire. Mais ça, à un moment donné, ça va bien. Mais voilà, tu vois, il dit, qu'est-ce qui ferait que je le lirais? Bah, parce que je peux pas te le dire, parce que si je te le dis, voilà. Mais en effet, moi, j'ai eu un. Enfin, je sais pas comment dire ça, tout m'a plu. Alors, il y a ces Néandertaliens, il y a cette hyène absolument incroyable qui est là, et puis Ah qui. oui, Voilà, il y a la Chine. Baranis. Ouais, Baranis, je dis pas ce que c'est Baranis, mais juste le nom est juste. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est ça. c'est fou. Baranis, c'est fou. Enfin bon, voilà. Bon, alors, écoute, il est 22h25. Nous sommes Ouais. 15 dans le chat. C'est cool. Il y a des gens, c'est trop bien. Des gens encore très polis. Des gens qui posent pas trop de questions. Des gens qui mettent des cœurs. Des gens qui sont contents d'être là. Donc, Moi, la j'ai pas eu question que concentré, j'ai pas pu voir t'as pas tout le lu, bah, chat. va si tu peux remonter le chat. Voilà. Ouais. On peut accorder au chat là une petite. Enfin, on peut accorder au chat, c'est tellement péteux ce que je viens de dire, mais on peut demander au chat, voilà, s'il y a des questions, si vous avez des questions à poser à Ellie, au courant. Ce soir, il y a eu des follow. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'alerte. Ma chatbox est hyper mal paramétrée, donc ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas, vous avez l'habitude. Voilà, est-ce que dans le chat, alors j'ai encore plein de cœurs. Alors oui, Réandux, je sais pas, merci pour le follow, je sais pas comment se prononce ton pseudo et merci d'avoir été là. Peut-être que, mais j'imagine que oui, tu fais partie de l'entourage Arcom. d'Ellie. La question c'est, alors Arcom dit, est-ce que marcher contre le vent, c'est pas juste la métaphore de la lutte du lecteur qui tente d'avancer dans le roman de Damasio? Peut-être Il à est la dur. fin, oui, peut-être. Ah, il est dur, peut-être. Voilà, est-ce que le chat a des questions à poser à Elie Moucourant? Ou est-ce qu'il n'y a que moi ce soir qui a eu ce privilège? Ah ah. C'est pas rien. Hein. Quand Hmm. même un sacré privilège. Ah bah Attention. c'est Hein. vrai, non mais j'espère bien, mais je l'ai présenté comme tel. Euh, c'est toujours un chat très poli, moi. Très poli, très poli. Ouais, Bon. les chats de littéraire, ouais, c'est pour Ouais, ça. c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est les élèves au fond de la classe, tu sais, qui ont plein de questions, mais qui vont regarder leur polycopier ou leur copie, tu sais, en disant non, pas moi, pas moi, C'est pas ça. moi. Putain, elle me pose une question, pas moi, pas moi. Bon, bon, alors écoute, le chat est devant sa copie double et devant ses petites copies à grands C'est carreaux pas et ne grave. veut pas un chat de littéraire, Unfried. Ah, alors Unfried, maintenant que tu es revenu, est-ce que tu as des questions à poser à Ali? Est-ce qu'on t'a convaincu pour la lecture du bouquin ou pas? Est-ce que tu veux que je te fasse un résumé peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus concret? Est-ce que bah, le chat de littéraire ou le chat de discret en tout cas? Bon, Anne-Fried Tout à quand fait. même, hein. Tu es dans ton petit master en communication, me dis pas quand même qu'en termes de littérature, il n'y a pas de... Tu l'as? Tu dis, je suis là parce que j'aime découvrir des gens. Eh bien, j'espère que tu aimes aussi découvrir des livres. En fait, Warm Blue, alors, je vous montre quand même. Je vous ai pas montré les bouquins. Donc là, on a les marcheurs, mais on n'en a pas spécialement parlé des marcheurs. Ensuite.
Voilà, on a parlé de Warm. Tac. Et tac. Voilà, donc ça, c'est Les chez fameux Warm Blue l'Harmattan, les fameux Warm Blue. qui ont été réédités par notre ami Arcom fut un temps également, rapidement dans une maison d'édition numérique, mais qui n'est plus présente. Voilà. Ok. Alors, du coup, on a Cro qui dit on n'y peut rien, t'as tout posé. Ok, donc j'ai posé toutes les questions. Bon, ok, donc le chat a épuisé ses questions. Enfin, j'ai épuisé les questions du chat. Je suis désolée. Nier Fox dit j'ai hâte de découvrir la BD. Alors, on n'a pas parlé de date de sortie. Tiens, on va faire comme les vraies émissions littéraires en disant bon. Elie Maucourant, je vais faire ma voix d'Augustin Trapenard. Elie Maucourant, merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que vous pourriez nous donner une date de sortie de votre BD? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, c'est en cours de travail et ce serait un petit peu présomptueux de parler d'une date de sortie de BD. Donc là, on en est vraiment qu'aux esquisses préparatoires pour monter le dossier artistique. Mais c'est clairement très sérieux dans les cartons et tout le monde est ultra motivé. Et ça va se faire. Et ça va le faire. Et ça va le faire. Ok. Donc, comme on disait tout à l'heure, une fois que la BD est sortie, nous on fait notre petit truc ensemble et puis après, pouf, ça atterrit dans la boîte aux lettres Ouais, de on Denis appelle Villeneuve. Ah, c'est ça. Denis, Non, mais genre, ouais. je sais pas pourquoi je focus sur ce. Enfin bon, bref. Mais voilà. Je suis désolée, Arcom qui vient de prendre un sub sur ma chaîne, c'est adorable, mais du coup, je sais pas pourquoi non plus. Les alertes ne fonctionnent plus ce soir, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne des 4, une chaîne de niche qui fonctionne une fois sur deux et qui ce soir ne fonctionne pas. Unfried nous dit si je lis beaucoup en vrai, je vais commencer Warm Blue. Ah, un converti. Merci. Super. Mamat nous pose la question des œuvres cinématographiques qui ont pu inspirer le choix de la SF. Alors, c'est une question à laquelle tu as quand même pas mal répondu tout à l'heure sur le choix de Cinoche et tout. Est-ce que tu as des réalisateurs, des univers, des atmosphères, des photographies spécifiques? Tu vois, moi je te parle de Denis Villeneuve parce que je suis une ultra fan. Mais est-ce que tu as comme ça spontanément, tu vois, Edenra, est-ce que par exemple c'est informé, si j'ose dire, par parce que voilà, premier message sur le chat de Paulus Imperator 60. Excellent live. Bon, eh bien, merci Paulus Imperator, dont le pseudo ne rigole pas ce soir et que je lis avec. Mais Racine de latiniste. Je parlais de Danny Boyle, effectivement, qui a eu un gros impact. Il y a des aussi, je pense à des séries qui m'ont beaucoup plu en termes d'esthétique, qui a beaucoup plu aussi à quelqu'un que j'ai vu connecter ici, à savoir Utopia, qui est très sous-coté. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est en 2 saisons, c'est des univers très léchés, très colorés, quasiment toxiques, et qui ont d'une manière ou d'une autre aussi inspiré Warm Blue et qui parlent effectivement des angoisses générées par la reproduction effrénée de l'espèce humaine et des dégâts que ça entraîne. Et il y a une vision horrible de l'humanité dans ces séries qui sont limite des séries d'intello en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça a pas très bien pris, mais qui fait partie de mon top série absolument sans conteste. C'est une réflexion plus sur quelque part je vais être grandiloquent, mais la place de l'homme dans la nature en fait. Et sans effets spéciaux, sans rien, et ça reprend beaucoup la théorie du complot aussi. Donc j'en dis pas plus, c'est très difficile de résumer cette série, je vous invite vraiment à la regarder. Okay. La BO est hallucinante, elle a été multiprimée, surtout celle du générique. Et on sait pas où on va, mais on y va. Et quand on a terminé la saison 2, qui est juste un pur bijou, on se dit bah voilà, ça c'est une œuvre d'art ça. Et beaucoup de respect pour cette série aussi
qui relève de la science-fiction d'une certaine manière. Mais en tout cas, vraiment d'un futur tellement proche c'est notre temps, en fait, quasiment. Unfried dit un monde qui a dû te plaire niveau gaming, peut-être Cyberpunk. Ce monde refait et refait Ouais. encore. Cyberpunk, je l'ai commencé, mais j'ai vite été... Aussi, toujours des bouquins que je ne connais pas. Donc, ça me fait penser au livre Le Monde enfin de J.P. Andrévon. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le Monde enfin. Je connais pas du tout. Je connais pas. Ouais, ah bah tu vois, c'est pour ça que Cro est là. Parce que à chaque fois, Cro nous donne des rêves. Là, l'autre jour, il ou elle, je ne sais pas, Yel, on va dire ça bien, est venu en me citant Pierre Pével, hein, si ma mémoire est bonne. Donc à chaque fois, je me prends des post-it et machin, etc. Parce que comme je te disais, moi j'ai une chaîne hybride avec du gaming et des lecteurs. Bien sûr, ouais. Et parfois je jouais dimanche matin à Dordogne et Cro est venu en disant non, mais il faut que tu dises ça. Enfin bon, voilà. Et donc en fait, c'est absolument formidable d'avoir une chaîne de niche parce que du coup j'étais viewer absolument marginaux là pour le coup tu vois, et qui voilà. Cro dit c'est un délire écologiste. Andrévon tue tout le monde sur Terre, enfin presque. Ah ben on va le lire alors, c'était la bonne rêve du soir. Unfried dit j'ai bug quand il a parlé de Cyberpunk, envie de pleurer. Ouais, mais on a tous bug au moment de Cyberpunk. Il y a un petit moment de déco, mais en tout cas Unfried, oui, t'avais raison sur Cyberpunk. Pardon, Ellie Moukourou te disait que en effet il y avait une influence réelle sur son. Complètement. En tout cas, c'est ok. Et Cro dit c'est il du coup. Ok, alors c'est il, d'accord, donc Cro, il. Ben Andrévon, je connais pas, tu dis Le Monde enfin, et il tue tout le monde, ok. Moi je vais le lire parce que ça me plaît bien ça. Ouais. Cette philosophie. Donc tu vois, on ressort avec Andrévon, on ressort avec, je sais pas si on dit Andrévon, Andrévon, on verra. On sort avec Jacques Abeille. Je ressors aussi avec Utopia. Ah ouais, non mais Jacques Abeille, tu vas adorer. Je te jure, tu vas adorer. Bon, je te dis rien. Mais voilà, avec Utopia. Il y a Arcom Quiz qui disait dispo sur Arte gratos en ce moment, Utopia. Voilà. Okay. Donc on va tous y aller. On va tous aller voir et puis on en discutera mardi prochain à la prochaine causerie. Voilà. Il est 22h37. Je pense avoir en effet écumé toutes les questions qui étaient sur mes petits papiers. Ellie Moukourou, est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée et que tu voudrais que je te pose ou que tu voudrais te poser toi-même? Non, non. Un gros merci. Un gros merci franchement pour les questions, enfin pour tout en fait, pour tout ce que tu as fait. C'était vraiment super. C'est génial, tout simplement. Ouais, on va dire les choses comme ça, voilà. Et également un gros merci aussi à toutes les personnes qui ont été connectées parce que voilà, en semaine, on a tous des choses à faire, etc. Ils ont aussi pris le temps de venir nous écouter et ça, c'est super sympa. Donc juste un gros merci. Et puis, à tous les lecteurs, vous faites vivre les univers des romanciers. Les livres existent pour vous. Donc, merci aussi, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Alors, Paulus Imperator 68 dit, y aura-t-il une rediffusion? Alors, en fait, sur ma chaîne Twitch, en effet, les causeries. Alors, il y a normalement sur Twitch tous les lives, jusqu'à présent en tout cas, étaient disponibles parce que moi je les mets dispo évidemment pas gratos, etc. sans souci. Tous les lives étaient dispo pendant 60 jours. Mais ça, c'était avant. Et il s'est avéré que j'ai perdu, malgré moi, une causerie que j'ai faite au mois d'août et qui concernait un auteur que j'aime beaucoup, un auteur contemporain qui publie au Tripod, qui s'appelle Dimitri Rouchon-Boris. J'ai fait un très très gros boulot d'analyse sur ces 4 bouquins. Et en fait, la causerie et la VOD, du coup, est restée même pas 10 jours. Et je me suis fait avoir parce que d'habitude, en fait, je prends les lives et je les enregistre sur un NAS. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails techniques. Donc là, maintenant, je me fais plus avoir. Là, on est à la 10e causerie. Alors, de toute façon, les causeries et les VOD sont enregistrés sur mon NAS à moi perso. J'ai pour
si j'ai le temps et j'ai pour idée, et si ma chaîne évolue un petit peu, et si on passe la 20e causerie, j'aurai les 3 ans de ma chaîne, ou les 2 ans, je sais même plus, les 3 ans au mois de décembre. Je pense que j'ouvrirai, mais symboliquement, une chaîne YouTube. Là aussi, si les auteurs que j'ai invités, ou les podcasteurs, les libraires, etc., sont d'accord pour faire une petite vignette, un petit... Ouais, t'es d'accord, ok. Pour faire un petit montage Carrément. par rapport... donc, en gros, le montage, c'est je n'existe pas et seul l'auteur existe, pour mettre en avant le... voilà, pour mettre en avant ce qui s'est dit, et pour que une trace reste de nos discussions. Anne-Fried dit: je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Merci à monsieur Maucourant pour votre venue. Je vais chercher vos livres rapidement. Alors, tu vois, on te vous voit. C'est bien. Tu en imposes. C'est cool. Bon, très bien. Moi, j'ai une chance folle parce que j'ai une petite chaîne. On n'en est qu'à la 10e causerie. Et en fait, il s'avère que, les auteurs que j'invite sont exceptionnels, que 2, j'adore les bouquins. Enfin, le hasard est assez fou, en fait, pour ça, parce que, en plus, comme je le disais, je suis vraiment pas une lectrice facile. Je vais vous faire un tout petit teasing. Je reviens 2 secondes. Le tout petit teasing. Merci pour le sub, Cro, c'est cool. Je suis désolée, il n'y a plus d'annonces, il n'y a plus rien, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Mais normalement, tu aurais eu un petit son pour te dire merci du sub. Depuis le stream caritatif où on m'a demandé de tout changer, les overlays, les machins, les trucs, du coup, j'ai rien mis. Tristesse éternelle, je suis désolée. Ouais, t'aurais une petite musique. Tu t'en remettras jamais. Ok, mais je te chanterai quelque chose la prochaine fois que tu viendras, il n'y a pas de souci pour faire le truc. Je vous fais un petit teasing. Alors, du coup, Ellie, je te mets momentanément en petite vignette. Si ça te dérange pas, mais tu reviens dans 30 secondes. Je vous montre. Ça, c'est mon prochain auteur. Ça sera le 10 octobre. Je fais venir. Alors, il est publié ici chez Notabilia, mais aussi chez Albin Michel. Le prochain auteur que je vais faire venir s'appelle Aurélien Delso. Il est formidable et on sera plus du tout dans la même logique. Aurélien Delso, c'est l'auteur du monde rural. C'est l'auteur de la ruralité, c'est l'auteur de la terre, c'est l'auteur du modeste et du transfuge de classe. Et il fera l'honneur du coup de venir nous voir et de venir à la causerie le mardi 10 octobre prochain. Je ne vous dis pas ce qui se passe en novembre et en décembre, mais c'est pareil. Mes 2 prochains invités en novembre et en décembre, car ils sont déjà prévus, seront plutôt sympathiques. Et on sera plutôt du côté des game studies. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et du côté du narratif dans le jeu vidéo et de l'impact du jeu vidéo sur la littérature et inversement. Voilà, donc 10 octobre, ce sera Aurélien Delso. Donc là, je vous ai montré son bouquin qui s'appelle Requiem pour la classe moyenne. Il y en a un autre chez Albin Michel qui est sorti qui s'appelle Sanglier. Je vous en parlerai donc très vite et il sera là le 10 octobre. Bon, Ellie, je crois qu'il est temps de nous dire au revoir. Je crois qu'il est temps de dire aussi au revoir au chat. Fred dit: le vouvoiement est une belle marque de respect pour ce monsieur. Eh bien oui, ce monsieur. Alors je rigole, mais en fait je trouve ça génial parce que c'est super. Voilà, merci Anne-Fried d'avoir été là jusqu'au bout. Merci Cro pour le sub sans musique et ta tristesse éternelle qui malgré tout me va droit au cœur. Merci Paulus Imperator d'avoir été là aussi avec ce pseudo. Alors je vais dire improbable, non, mais bon, voilà, impressionnant et qui en impose. Merci surtout Ellie Maucourant. J'étais très stressée depuis hier soir. Et en fait, depuis mi-octobre, de te recevoir, d'autant plus stressée parce que quand tu aimes quelque chose et qu'il faut en parler, tu connais, je sais que tu aimes Bart comme moi et tu sais bien que Bart dit dans son dernier texte sur Stendhal, on échoue toujours à parler de ce qu'on aime et j'avais très peur d'échouer. Et de mal parler de ton bouquin. Et j'espère, sans avoir trahi l'esprit et la lettre de ce texte, j'espère néanmoins que tu as passé un bon moment. Et j'espère que tu reviendras pour nous parler de cette BD et d'Edenra. On va reprendre un petit rendez-vous. Hein. Voilà, on est monté à 17, 20 même viewers ce soir. Je crois qu'on a
jamais fait. J'ai fait une connerie, j'ai appuyé sur un bouton à la con. Ah, j'ai fait un bouton là, j'ai appuyé ça, j'ai pas appuyé sur le bouton. Désactiver. Voilà, je pense que voilà, on a eu aussi un chat intéressé. Je te dis, on était plus d'une vingtaine ce soir, ce qui n'est absolument jamais arrivé sur une causerie. Donc tu as eu Bon, ton bah, super. OnlyFans, tu as eu tout ce qu'il fallait. Le mime. Voilà, Le ce mime. soir. Et voilà, donc on est super heureux de t'avoir eu. Merci Paulus Imperator pour le follow aussi. Merci Mamat. J'ai pas cassé le chat, j'ai appuyé sur le mode bouclier, mais vous voyez, je suis en train de vous dire que j'avais peur, etc. Et donc, inconsciemment, j'appuie sur le mode bouclier, alors qu'en fait, vous êtes vous-même ma carapace, ce qui semble quand même assez paradoxal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Ellie. Je vais couper notre conversation en même temps que ce live. J'espère que tout s'est bien passé. Ou je vais couper. Non, tu sais ce qu'on va faire. Je vais couper le live d'abord et puis on discute 2 minutes après. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci Unfried, le meilleur de tous les viewers. Mais bien sûr, merci Almamat d'avoir modéré, d'avoir mis les liens vers les livres et vers aussi l'Instagram de Tom Biou, je sais plus. Mais en tout cas, merci d'avoir mis le lien. La VOD sera dispo sur la chaîne sans aucun problème. Bonne soirée. Merci Arcom d'avoir été là. À très bientôt. Un vrai plaisir de suivre cette conversation. Merci. Et bien, merci Arcom d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.